Eh ben, bonsoir Théo. Bonsoir Ulrich, comment tu vas? Très bien, toi? Ça va, ça va. Eh ben là, on va se faire un épisode, un live qui s'annonce, je pense extrêmement intéressant. En tout cas, moi, j'ai hâte là qu'on saute dans tous les sujets là qu'on va aborder ensemble. Heu, Tu m'as donné le sujet du live un peu sur le tard et au début, je savais pas trop comment l'annoncer. Je fais: «Qu'est-ce de quoi on va pouvoir parler avec Théo? On va parler quoi? D'économie, on va parler bitcoin, on va parler» puis tu m'as envoyé te tes sujets sur Signal. Tu m'as dit: «Non, ça serait bien qu'on parle de quelques personnages historiques français et bah, tout simplement un peu comment eux, ils ont vécu leur liberté et comment à leur manière, ils symbolisent bien l'esprit français donc on va en fait parler ensemble d'histoire. Je pense que c'est une passion qu'on a en commun et la discussion, elle va s'annoncer extrêmement riche, extrêmement dense. Alors c'était de manière totalement, comment on dit? Intéressée de ma part, puisque je sais que tu en connais un rayon, donc comme ça je vais apprendre des trucs et si tu as l'impression que je t'ai donné le sujet sur le tard, mets-toi à la place des gens qui m'invitent pour parler dans des conférences, ils reçoivent jamais les slides plus de 20 minutes avant. C'est souvent comme ça, ouais. Ouais, déjà, alors première question avant qu'on commence à parler de ce sujet, parce que le sujet en fait c'est tout simplement, enfin, en tout cas c'est comme ça que j'ai noté le titre du live de ce soir et que j'ai fait la vignette sur YouTube. J'ai mis: «On les Français, les libertés». Alors je sais pas si ça correspond à ce que toi tu envisages sur la discussion? Ouais, c'est ce que j'avais en tête. En fait, l'idée m'est venue, bah, déjà des conversations qu'on avait eues ensemble, parce que moi, comme beaucoup de gens en France, j'ai appris l'histoire, à travers, l'école nationale et hem Et en fait, on raconte une certaine histoire de France, mais le roman français est très, très riche et donc il y a beaucoup d'épisodes ou même de personnages qui sont pas toujours abordés, dans la salle de classe par la suite, à travers, des lectures, des discussions avec d'autres gens, j'ai découvert plein d'épisodes de l'histoire de France qui sont pas forcément mis au centre, des programmes et qui, je trouve, peignent, un panorama, peignent un tableau plutôt de quand même beaucoup de personnages qui ont, en commun cet amour de la liberté qui sont forgés à travers des destins individuels, souvent en cherchant, dans des situations désespérées ou complètement folles, les honneurs même, à faire essayer de faire la chose juste, pour défendre des causes, qui leur semblaient nobles et qui sont forgés comme ça et qui ont créé un esprit qui finalement a perduré à travers les siècles on va en parler aussi, je pense, qui se retrouve dans l'expression «par la plume et l'épée». Beaucoup d'entre eux ont aussi été des génies littéraires, et je pense que c'est aussi, un peu une crise de la littérature française aujourd'hui parce que, finalement s'expriment des gens qui n'ont rien vécu. Donc c'est pas étonnant qu'ils nous pondent des bouquins sur leur nombril et qu'ils aient rien à raconter. Alors qu'en fait, tous les alors là, pour le coup, les auteurs, moi, que j'ai étudiés à l'école, on fait pas souvent leur biographie de manière extensive, parce que c'est pas là-dessus qu'on est interrogé finalement, hein, lorsqu'il s'agit de passer le test. Mais que ce soit Chateaubriand, Victor Hugo, Rimbaud et j'en passe, c'est quand même des gens qui ont eu des vies, hors du commun qui ensuite sont posés, ou alors qui l'ont fait en même temps, pour raconter tout ça. Et donc tout ça, ça forge effectivement quelque chose qui je sais pas, qu'on célèbre même plus aujourd'hui, à l'étranger qu'en France, qu'on pourrait appeler l'esprit français Ouais. qui aussi me semble intéressant dans, les discussions qu'on a souvent, à la fois entre nous et puis avec d'autres gens sur, à la fois la liberté, autant, sens politique, philosophique et économique et Ouais. aussi par rapport à Bitcoin parce que, c'est quand même une grande aventure moderne je pense elle elle c'est des histoires et des personnages qui peuvent inspirer, des trajectoires dans ce qu'on fait aussi. Ouais, exactement, ouais. Belle introduction et parce qu'en effet, comme tu le dis, on est tous passés par l'école française, donc on a tous, fait les cours d'histoire, qu'on nous a enseignés en primaire, au collège, au lycée et l'histoire de France, bah, du coup, on va souvent te la présenter comme une histoire collective, une histoire de la nation, une histoire où, en effet, les destins individuels, on n'en parle pas tellement. Enfin, moi, je sais pas, bon, de toute façon, on a à peu près les mêmes âges, hein, toi et moi, là, Théo. Mais est-ce que tu te souviens avoir vu, par exemple, Napoléon, toi, au collège? Un petit peu, mais par exemple, plus par rapport à la partie de sa vie où, il était empereur et qu'effectivement il a posé les institutions, qui existent encore, hein, de nombreuses Ouais. d'entre elles, que ce soit, nos grandes écoles nationales, le code civil ou ce genre de choses-là. Donc qui sont des institutions purement républicaines, mais pas forcément, la campagne d'Italie, par exemple, c'est Mmh. pas quelque chose que j'ai beaucoup étudié. Alors que quand je me balade autour de chez moi, je traverse le pont d'Arcole pour aller à la rue de Rivoli
Et effectivement, c'est des choses qui parfois nous frappent comme ça. Même Mmh. la dernière fois, j'allais à une conférence en Italie en voiture avec Francis et donc lui, je le récupérais à Milan et donc je venais du sud de la France et donc en traversant, tu passes par toutes ces villes qui, en fait, pour nous, sont des noms de rues, parce que c'est des grandes batailles de la campagne d'Italie. Donc tu passes par, Rivoli, machin et cetera et en fait, on oublie presque Mmh. que c'est des villes, Tout à fait. Marengo, et j'en passe. Ouais, on oublie que c'était les grandes armées révolutionnaires menées par le général Bonaparte, qui avait même pas de souliers, qui ont franchi les Alpes et qui sont allés, mettre une pétée, assez violente aux Italiens et aux Autrichiens. Mais ça, on en parlera après, hein, de Napoléon, de la noblesse d'empire, des maréchaux d'empire. Mais ce que je te propose de faire, en fait, tout simplement, c'est qu'on reprenne un peu le fil chronologique, hein, on part du plus ancien pour aller vers le plus récent. Et le premier nom que tu m'as envoyé, c'est Clovis. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que Clovis, heu 1er destin, vraiment grand destin individuel français, premier roi catholique, hein. Et pourquoi tu as pas commencé avec nos chers ancêtres les Gaulois, mais plutôt justement avec Clovis? Alors parce que autant j'adore Astérix, mais je pense que nos ancêtres les Gaulois, c'est une arnaque. Alors c'était un resto marrant aussi sur l'île de la Cité à un moment, mais ça a fermé malheureusement. Mais blague à part, non, en fait, on je pense qu'on a fait commencer l'histoire de et d'ailleurs ça on a fait commencer l'histoire de France, à la Gaule à partir de la République, par hasard. Ça n'a jamais été raconté comme ça avant, ni par les historiens, ni par, les littéraires parce que tu as 2 manières de raconter l'histoire. Soit tu considères que, la France émane du catholicisme et c'est l'histoire de Clovis, soit, tu veux raconter une histoire républicaine et donc il faut trouver un point de départ différent. Et donc, pour moi, c'est un outil de propagande, nos ancêtres les Gaulois, surtout dans la mesure où, en fait, le terme gaulois déjà, et ça, c'est un truc pareil que j'ai appris sur le tard, c'est un terme qu'on retrouve pour la première fois dans les mémoires des conquêtes de César, et qui vient de Gallia, donc poulet, quoi, ou coq, et effectivement, plus parce qu'il y a beaucoup de volailles, mais lui, il combat beaucoup de tribus qui sont unies par pas grand chose à part un ennemi commun. Donc on connaît tous, Vercingétorix, qui unit les tribus et cetera, et qui effectivement se bat avec beaucoup d'honneur et qui, je vous la refais pas. Mais, il y a rien de français à cette époque-là, dans le sens où, ce qui s constitue ensuite la France, à la fois dans un territoire, dans une langue, dans une histoire commune et cetera, avant la République bien entendu, c'est d'abord l'Église catholique, la langue française, il y a pas d'ethnicité française, c'est quelque chose qui est impossible à tenir comme propos. Vous avez, un peu la synthèse de l'Europe dans, ce qui compose d'un point de vue ethnographique la France, avec, des Basques, donc qui sont des gens dont on n'arrive même pas à expliquer l'origine tellement leur langue n'est liée à rien, à part à Ouais, c'est des vrai. trucs bizarres dans le bassin, hindou, ou aux Hongrois si je dis pas de bêtises. Donc probablement des mecs qui se sont foutus là il y a 6 000 ans et qui étaient tellement têtus qu'ils ont pas voulu se mélanger avec qui que ce soit. Même il y a plus ancien que ça, hein, parce que toi, le basque, c'est une langue qui n'est même pas indo-européenne et les mecs, ils sont restés un peu en vase clos, ouais, depuis au moins 8 000 ans, toi. C'est Je sais, hallucinant. je suis d'origine basque, en Ah partie. d'accord, OK. Mais, Ça explique le côté têtu, ça, c'est ça? ouais, je te dis pas le reste, c'est encore pire. Et effectivement, bah, des Catalans, au sud, des Provençaux qui sont quand même des Italiens, des Savoyards qu'on pourrait dire sont des Suisses, des Alsaciens qui sont des Allemands, des Flamands qui sont des Belges, des Normands qui sont des Vikings slash, des Bretons, des Celtes. Donc voilà, il y a quand même, il y a pas d'ethnicité française, c'est intenable. Et comme disait De Gaulle, enfin l'écrivait, «La France s'est faite par l'épée». L'histoire de France, c'est avant tout des conquêtes militaires où on rassemble les peuples vaincus sous l'égide d'abord du catholicisme et ensuite, avec François Ier dont on va parler aussi, d'une langue. Et c'est pas comme ça qu'on nous la raconte, l'histoire de France, Mmh. et pourtant ça s'appelle la France. Et justement Clovis, bah, les Francs. Les Francs, c'est d'abord des grands teutons, hein, Clovis, il ressemble un peu moins à moi et un peu plus à nos amis germaniques. Hem Et c'est, un gars qui, comme on disait avant d'être live, n'était pas prédestiné à régner, qui a manœuvré, et assassiné pas mal des prétendants, pour arriver là, et qui Mmh. effectivement, alors je me rappelle plus quel est le nom de cette bataille, mais, se retrouve, donc un peu avant le sacre, et qui se retrouve effectivement, dans une situation très compliquée militairement
et qui du coup était marié à Clotilde, qui elle était, Mmh. catholique. Parce qu'on est après la chute de l'Empire romain, donc il y a quand même, cette espèce de fond de catholicisme décentralisé avec, les vestiges finalement de l'Empire romain qui sont, l'Église catholique. Et il se tourne vers elle et il lui dit, alors je me rappelle plus de la phrase exacte, hein, quand bien même elle puisse avoir, traversé les âges en restant exacte, mais «Si tu me donnes la victoire, je me ferai baptiser par ton Dieu», quelque chose comme ça. Ouais, Et effectivement, bah, il gagne, malgré, que ça avait l'air d'être, perdu d'avance. Et il tient parole et donc il se fait sacrer, à Reims, je crois. ouais, à Reims, heu ouais, par, Rémi de Reims, donc l'évêque, ouais, de l'époque, ouais. et puis après il aura d'autres victoires. Je crois que tu parlais aussi, en intro, enfin avant qu'on soit live, de l'épisode de Soissons, si tu veux expliquer, rapidement? Ouais, ouais, bien sûr, bah, de toute façon, là, tout ce que tu as dit sur Clovis, c'est vraiment génial. C'est que lui devient roi, extrêmement jeune, hein, je crois vers 15, 13 ou 15 ans. Vraiment le jeu d'ailleurs ça on pourra peut-être en parler parce que toi c'est aussi des hommes, qui étaient matures très tôt, tu vois? C'était pas Mmh. des adolescents ou des adultes, vraiment totalement, demeurés comme on peut le voir aujourd'hui, tu vois? C'est-à-dire que très tôt ils sont devenus très très matures, ils avaient pas trop le choix. Donc lui, je sais même plus ce que je voulais dire après. Donc oui, donc il a été, ouais, baptisé par Rémi de Reims. Donc oui, alors il y a eu une grande bataille, la bataille dont tu cherchais le nom tout à l'heure, c'est Tolbiac. Donc après, oui, tu as l'épisode de Soissons, alors qui est assez hallucinant et qui symbolise bien, je pense, l'esprit libre, franc. Donc c'est vraiment très, très particulier de l'époque, mais aussi un peu la cette dimension qui va donner naissance d'ailleurs à l'aristocratie française, donc cette aristocratie franque, hein, tu sais avec la loi salique, avec cette grande dureté dans l'autorité. Et l'épisode du vase de Soissons, c'est ça en fait, c'est le chef franc en fait qui va permettre à ses troupes de piller Soissons et de prendre chacun de manière équitable en fait une part du butin. Sauf que tu en as un des gars qui essaie de ouais, qui essaie de prendre un peu plus que ce qu'il devait prendre et là ça allait contraire enfin de manière totalement contraire à l'esprit franc, c'est-à-dire du libre partage à parts égales des butins, que ce soit entre le soldat ou même le chef et le roi en fait des Francs. Et bah, ce gars-là, bah, il a payé sa traîtrise par un coup de hache en pleine gueule, hein, de Clovis lui-même. Donc toi, il y a ce côté, où même si le gars il est catholique, même s'il s'est converti, il y a encore ce vieux Roland de du côté franc qui est toujours très présent, donc la loi un peu germanique, salique. Et d'ailleurs c'est important parce que cette loi, cet esprit franc, il va suivre et il va s'imprégner dans l'histoire de France pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et c'est par exemple, c'est ça qui va causer la guerre de 100 ans presque, tu vois? Le fait de pouvoir, justement, donner, faire hériter, le fief, le patrimoine justement de manière égale au fils ou justement au 1er né, enfin, c'est quelque chose qui va encore rester très très longtemps dans l'histoire de France. Et en tout cas, une chose aussi que je te racontais avant qu'on commence le live, moi ce qui m'impressionne beaucoup avec Clovis, hein, c'est que c'était un mec, tu l'as dit, donc tribu germanique, qui se convertit au catholicisme, en se mariant avec sa copine là, Clotilde. Et c'est quelqu'un qui, quand il va faire la conquête de ce qu'était la France actuelle, il va rencontrer mais absolument tout le monde et surtout parmi ces personnes, les derniers Gallo-romains. Ça, je trouve ça assez hallucinant parce que quand tu prends l'histoire de l'Europe, on va te dire: «Oui, l'Empire romain va chuter en 476», et on se pose toujours la question: «Mais oui, en fait, est-ce qu'il chute en 476 et après il se passe plus rien?» Non, parce que pendant encore des décennies, tu avais des mecs en Gaule, en Gaule gallo-romaine qui pensaient qu'ils étaient toujours, enfin que l'Empire romain n'était pas tombé. Et Il y avait pas la Ouais, et Clovis a rencontré justement ces derniers gouverneurs romains, dans la région, justement dans l'ouest de la France. Et progressivement, il va remplacer cette ancienne administration gallo-romaine par la nouvelle aristocratie franque. Et c'est cette, aristocratie franque qui va venir se superposer justement à cette, je t'en parlais justement à cette organisation territoriale, catholique, hein, via les évêchés. Et c'est un peu la genèse de la France. C'est-à-dire que tu as la France des paroisses, des évêchés qui va s'allier avec la France, de l'aristocratie franque. Et c'est comme ça que ça naît en fait. Voilà, tout ce que j'avais à rajouter là-dessus, mais Non, non, mais ça complète très bien le propos. Et ouais, non, mais encore une fois, c'est aussi parce que, mmh. c'est un point de départ. Moi, je me souviens, on m'a appris, alors le sac de Clovis, nin nin, pour tu apprends la date, tu vois, pour le brevet, ça fait partie des trucs que tu dois savoir, mais on t'explique jamais dans le contexte pourquoi, ce qui est très révélateur.
Mmh. Ouais, totalement, ouais, totalement et en tout cas, pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire de France, comme l'a dit très, très bien Théo, tout à l'heure, c'est ne faites pas commencer l'histoire de France avec les Gaulois parce qu'à l'époque ça voilà, la France n'existe pas d'un point de vue purement territorial. Il y a voilà, c'est très éclaté, c'est plein d'ethnies différentes, plein de tribus différentes qui se mettent sur la gueule. Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois, sachant d'ailleurs et ça alors À la j'en limite, parle si oui, si je vas-y, peux vas-y. juste si je peux juste compléter, à la limite, nos ancêtres sont les Romains. C'est-à-dire qu'il y a pas de transmission, d'héritage en plus de la part des Gaulois ou presque pas. Alors qu'éventuellement, entre notre langue, nos institutions, c'était quoi la phrase de Gaulle? C'est, «La France est un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture, gallo-romaine». Ouais, c'est ça. Enfin bref, mais c'est essentiellement ça, quoi, donc je trouverais ça même plus logique qu'on fasse remonter ça plus à l'Empire romain, même si, d'un point de vue territorial, ça ne colle qu'avec les conquêtes de la Gaule de César, parce que, d'un point de vue culturel, historique, linguistique, même littéraire et cetera, c'est plus proche. Ouais, bien sûr. Bien sûr, de toute façon, l'histoire de France, tu peux avoir différentes, là, nous, on a une lecture vraiment de l'origine de l'histoire de la France et des Français vraiment, on va dire franque et catholique, hein, ce qui est la bonne origine à mon sens. Parce que si tu fais une lecture purement, on va dire, roman national, donc ça va être les Gaulois, sinon ça va être les Gallo-Romains. Si tu fais une lecture purement, on va dire, même génétique de ce que peuvent être, les Français aujourd'hui, bah, faut que tu remontes quasiment à la fin du néolithique ou, au début justement de la période proto-historique avec l'âge du bronze où là tu vas avoir quand même le gros fond génétique, des Français actuels qui va se mettre en place. Mais sinon après faut vraiment aller beaucoup plus loin. Et moi une chose aussi qui m'a, là, j'y pense parce que quand je t'entends en parler, des Gallo-Romains, ça me fait toujours rire, moi. Parce que tout à l'heure, je te disais que les Francs, ils ont rencontré la dernière administration gallo-romaine qui était encore, sur place, hein. Mais ils ont aussi rencontré les dernières, on va dire les derniers peuples véritablement celtes, hein, donc véritablement gaulois. Les Francs les ont aussi côtoyés parce que tu as beaucoup de mots d'origine gauloise qui ont été transmis justement aux Français en tant que langue aujourd'hui, qui viennent justement de la rencontre des Francs avec les Gallo-Romains et avec les restes en fait des peuples celtes qui n'ont pas été totalement romanisés. Donc toi, pour ceux qui vont dire: «Oui, les Romains ce sont nos ancêtres», bah, oui et non dans le sens où, les Romains ont bien romanisé l'élite, par contre ils ont pas nécessairement bien romanisé les péquenots qui traînaient par là, quoi. Toujours très intéressant. Du coup, de toute façon, sans vouloir refaire l'histoire de France à fond, on va dire que grosso modo, les Francs donc vont initier la dynastie mérovingienne, donc première grande dynastie catholique des rois européens. Après, tu vas avoir plein de grandes dynasties européennes qui vont en suivre, hein, les autres peuples vont se convertir les uns après les autres, au catholicisme. Donc après les mérovingiens, tu vas avoir les capétiens, genre je sais pas si tu veux même qu'on parle, des Capétiens plus que ça ou pas, Charlemagne, ce genre parce que Charlemagne lui aussi, hein, c'est un destin un peu improbable. Pareil, on parlait avant de François Ier qui était ce gros Golgoth de la Renaissance qui mettait des grosses, des gros pains à peu près à tout le monde, mais il y avait aussi Charlemagne qui était un peu, ce grand Golgoth, de l'époque carolingienne, qui d'ailleurs si on le compare à François Ier dont on va parler après, a lui aussi initié la Renaissance romane. Alors je sais pas si ça te dit quelque chose ou pas? Parce qu'on parle souvent de François Ier comme étant le prince de la Renaissance. Donc c'est lui qui va importer après les guerres d'Italie la Renaissance en France. Mais ce dont on parle, assez rarement, c'est que Charlemagne aussi lui a initié la première Renaissance européenne, hein, donc ce qu'on appelle la Renaissance romane, en redécouvrant donc vers, donc fin du 8e siècle, hein, l'héritage romain et en se revendiquant pardon, lui-même, justement héritier de Rome. Donc, en architecture, ce sont les églises romanes, c'est aussi la grande époque des moines, qui copistes, hein, qui vont recopier les textes, que ce soit les textes religieux, mais pas que, aussi les textes philosophiques, hein. C'est la grande campagne aussi de christianisation d'ailleurs lancée par Charlemagne de l'Europe, hein. Donc c'est à la fois en Espagne, donc avec l'épisode de Roland, d'ailleurs on peut en parler aussi Roland, parce que c'est un grand père. La Tu chanson de connais Roland, les mais c'est un très bon exemple ouais, aussi, hein, dans le même genre. Pour le placer rapidement, donc effectivement, il est acculé, je crois que c'est dans les Pyrénées. Effectivement, il a la possibilité de sonner le cor pour essayer d'appeler à la rescousse, ses camarades et il refuse de le faire pour mourir avec les honneurs et pas comme un lâche, qui appelle au secours et ça donnera la chanson de Roland. C'est surtout pour ça qu'il est resté célèbre, qui est un des premiers grands, on va dire, textes littéraires, s très oral à l'époque, bien sûr,
mais qui fondent un peu ce mélange à la fois de lyrisme et d'héroïsme, guerrier dans, le lien entre, bah, la plume et l'épée. Roland, c'est je pense qu'on en parle on va en parler quand on va parler des maréchaux d'Empire parce que Roland, il a un peu un destin qu'ont eu certains. Je pense à Décès, par exemple, pendant qui est mort un peu de la même manière. Roland, il est mort, tu l'as dit, parce qu'il a refusé justement de sonner le enfin, comment dire? Il a il a tardé justement à appeler à l'aide parce que Roland, si je dis pas de bêtises, il défendait justement l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne en Espagne et ils empruntaient un défilé dans une montagne qui était extrêmement périlleux et devaient le franchir extrêmement vite, hein, parce que c'était vraiment l'endroit idéal pour une embuscade et forcément l'arrière-garde, tombe dans l'embuscade et pour éviter justement que le gros de l'armée revienne prêter main-forte à l'arrière-garde, ils ont justement, d enfin mis un peu de temps à de même manière volontaire à appeler à l'aide. Donc vraiment un peu le sacrifice, pour le la grande cause, quoi. Donc un peu dépasser sa propre personne et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez beaucoup de ces grands personnages de l'histoire de France, ça c'est clair. Asséna aussi, par exemple. Ouais et puis, bah, Charlemagne de toute façon, moi un épisode que j'aime beaucoup sur Charlemagne, c'est tout simplement son sacre, hein, en 800 où justement, il a été, se faire sacrer directement par le pape. Donc ce qui était important aussi à l'époque, hein, parce que le pouvoir spirituel et temporel était déjà séparé. Donc ça, c'est aussi un autre génie du catholicisme, hein. C'est aussi pour ça que les libertés étaient possibles politiquement en Europe. Et là où, Charlemagne va aussi, s'imposer, c'est qu'il va directement, se sacrer lui-même en fait, à Rome, hein, donc avec le pape et ça mine de rien, ça c'était aussi le symbole d'un mec qui, bah, voilà, qui posait les couilles un peu sur la table et qui disait que voilà, que la seule personne qui allait le faire empereur, c'était lui-même et pas même le pape. Donc c'est voilà, un grand bonhomme quoi, un grand bonhomme. L'autre Oui, vas-y. après, si on reprend en film chronologique, l'autre nom que je t'avais donné, c'était Godefroy de Bouillon, hem, qui pareil est une histoire, que j'ai un peu appris par hasard. Donc parce que pour ceux qui sont déjà allés à Clermont-Ferrand, que devant la cathédrale, vous verrez, il y a une statue d'un gars qui fait un salut hitlérien. En fait, c'est pas un nazi, c'est Urbain II qui fait le 2e appel à la croisade et Godefroy de Bouillon, c'est un type qui pareil met, on va dire l'aventure noble au-dessus de son intérêt personnel. Donc c'était un noble, qui aurait pu vivre sa vie d'aristocrate, tranquille, pépère et cetera. Et puis, si je dis pas de bêtises, il a tout vendu, ses terres, ses gens, enfin tout lâché, pour lever une petite armée et partir donc, à Jérusalem, donc en passant par, les Balkans, la Turquie actuelle, et cetera. Donc, vous imaginez bien que, ils sont pas accueillis, hem, ils sont pas accueillis, façon maison de culture, hein, partout là où ils passent. Donc, faut quand même, aller conquérir, de nombreuses, villes, les tenir et cetera et c'est une expédition qui a duré, des années, je crois 3 ans, si je dis pas de bêtises. Lorsqu'il arrive, à, Jérusalem, il arrive à reprendre la ville et l'épisode qui est assez célèbre surtout, c'est que, lorsqu'il prend la ville donc, du fait de sa bravoure, c'était pas du tout le gars qui était le plus, «noble» entre guillemets ou qui avait, le plus de enfin qui avait le plus de lettres de noblesse, dans son Mmh. armée. Mais en fait, à travers toute cette expédition, il a conquis vraiment par pur leadership, tout le monde. Parce que le plus valeureux, parce que le meilleur guerrier, parce que le plus juste, le plus noble et cetera et donc tout le monde le sacre. Finalement après la quête de Jérusalem, roi de Jérusalem, il Mmh. refuse, cet honneur. Alors je me rappelle plus de la phrase exacte, mais en fait, il Je dit: «Je ne refuse de porter une couronne d'or quand le Christ lui a porté une couronne d'épines» c'est ça. et donc il acceptera d'être, sancti sepulcri, donc défenseur du Saint-Sépulcre. Donc vraiment en se disant: «Voilà, moi j'ai fait ça, parce que, c'est une conquête, sainte que de faire en sorte que le Saint-Sépulcre, soit, contrôlé par, des nations chrétiennes. Mais donc je veux bien être gardien finalement en fait de cette ville symbolique et de ce qu'elle représente, parce que c'est pour ça que je suis venu. Mais par contre, ne me couvrez pas d'or et ne me faites pas roi, au sens, très, bah, temporel du terme, vu que je faisais la Mmh. distinction avant. Tout à fait. Je crois qu'il va mourir, pas longtemps après de toute manière. Et donc, c'est
une fois en rigolant, je disais à Francis: «C'est ton animal totem, Godefroy de Bouillon». C'est un peu ça. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui m'avaient dit: «Mais putain, s'il avait gardé tous ses bitcoins, il aurait pu être super riche et cetera». Bon, alors c'est déjà j'en sais rien et ensuite, il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire que le type, en fait, avait tout pour vivre une vie confortable et il a aussi beaucoup aidé finalement par son geste et son leadership parce que, en se barrant comme ça, sans vraiment demander la permission et sans chercher à dire: «Eh les copains, vous venez avec moi» et cetera et en mettant, sa propriété personnelle en jeu et sa vie personnelle en jeu, il a créé un leadership qui fait que les autres l'ont suivi et du coup, à un moment donné où effectivement, heu, c'était pas à l'ordre du jour, quoi. Ouais, à un moment donné où c'était pas à l'ordre du jour et aussi où la croisade n'était pas gagnée, hein, loin de là. Hein, parce que, Ah oui, comme oui, tu l'as dit, hein, les mecs ils sont partis un peu, de toute façon, on parle souvent de cette croisade-là comme la première croisade. En réalité, c'est la deuxième croisade parce qu'il y en a eu une première qui était une croisade, comment dire? Qui était, une sorte de méga pèlerinage européen, à Jérusalem, justement pour aller au Saint-Sépulcre. Par contre, les mecs, ils y allaient, vraiment en fleur au fusil, c'est-à-dire, c'était vraiment pèlerinage, quoi. Donc pas de conquête armée, même pas d'armes et cetera et sur le croisade, donc enfin sur le chemin, justement, ils se sont fait tous liquider, par les alors attends, dans l'époque, oui, bah, par les musulmans, alors je sais plus, bon, je sais pas si c'est encore les Turcs, enfin les Turkmènes à l'époque, je pense pas. Donc ils se font tous liquider et c'est à ce moment-là, justement, où tu vas avoir le pape qui va lancer la les croisade et Selçoukides, je crois, non? pardon? C'est les Turcs Selçoukides, je crois, hein, Ouais, je crois, quand ils ouais, sont ouais, je à crois, ouais. Antioche. Ouais, exactement, tout à fait et après donc le pape lance la croisade, il y avait aussi un intérêt, hein, pour le pape, c'était justement d'arrêter, que ces nobles, européens se foutent sur la gueule en Europe et bah, justement parce que ça plombait l'économie, les gens vivaient dans l'incertitude, enfin, c'était vraiment atroce pour l'Européen moyen justement d'avoir tous ces petits chevaliers, ces petits barons qui se foutaient, H24 sur la tronche, hein. Donc vraiment encore une fois cet esprit un peu franc des mecs, un peu, «J'en ai rien à foutre de tout» et du coup il s'est dit: «Bah, voilà, allez vous mettre, sur la gueule avec les musulmans et allez justement, sécuriser le Saint-Sépulcre, sécuriser si vous pouvez la ville de Jérusalem». Ils partent les mecs, vraiment tu l'as dit, hein, ils traversent toute l'Europe, les Balkans, la Hongrie, alors tu parlais de la Turquie, ils traversent en fait à l'époque l'Empire byzantin et je crois même que traverser l'Empire byzantin, ce qui était pourtant une puissance alliée chrétienne, c'était déjà un gros, c'était déjà une épreuve en soi, hein, parce que les Byzantins, ils étaient pas ultra chauds justement d'avoir justement les armées catholiques qui passent comme ça dans leur empire, hein, sachant qu'eux-mêmes étaient assez affaiblis par les Turcs justement, Seldjouks, dont tu parlais tout à l'heure et après voilà, quand les Francs, donc qui étaient l'essentiel des croisés, hein, que ce soit de la première croisade jusqu'à la dernière, c'était des Français, hein, d'ailleurs, ça faut le dire. Donc l'essentiel de la noblesse, qu'on trouvait dans les royaumes lointains d'Orient et en Terre sainte, c'était que la noblesse française. Et d'ailleurs tous les ordres, on peut en parler d'ailleurs ça aussi peut-être, hein, les ordres templiers, les ordres hospitaliers, du Saint-Sépulcre, qui étaient aussi des personnes qui symbolisaient bien cet esprit de liberté. Bah, voilà, eux quand ils sont arrivés, enfin, voilà, c'était assez complexe. Ils ont galéré à prendre la ville de Jérusalem. D'ailleurs, avant ça, ils ont galéré à prendre Édesse et Antioche, hein, et la prise de Jérusalem était extrêmement complexe d'un point de vue purement militaire. C'est aussi pour ça d'ailleurs que ça s'est passé dans le sang, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de quartier une fois que la ville a été prise. Godefroy, il abandonne la couronne, c'est son frère Baudouin qui devient roi, premier roi de Jérusalem et après ça va durer pendant plus d'un siècle. Donc c'est vraiment une épopée, tu vois? Pour moi qui adore l'histoire, pour moi quand j'étudiais l'histoire quand j'étais plus jeune, il y avait 2 grandes épopées que je trouvais génialissimes parce que c'est tellement mais what the fuck quand tu y penses. Tu avais les croisades, donc justement avec les premiers croisés et tu avais la conquête du Nouveau Monde par les conquistadors espagnols. Pour moi, c'était 2 aventures humaines mais genre hallucinantes et on s'en rend pas compte aujourd'hui quand on parce que les croisades, c'est toujours, dépeint de manière totalement négative, alors que c'est avant tout une super aventure humaine, entre guillemets, et aussi, des guerres d'autodéfense, on pourrait dire, de l'Europe face à l'expansionnisme musulman de l'époque. Bon, bref. Voilà, est-ce que tu avais d'autres choses, toi, à rajouter sur, notre cher Godefroy de Bouillon ou pas? Non, c'est un bon je pense un bon résumé. Ouais, c'est un bon résumé et d'ailleurs, je sais que toi, tu assez cinéma, je crois, hein, si je dis pas de bêtises? Ouais, Ah, il y a effectivement, Kingdom of Heaven, heu, exactement, ouais. moi, c'est en partie comme ça aussi, hein, que j'ai découvert, ces histoires-là. Il est pas forcément présenté, sous un beau jour, je crois, dans le film. Mmh mh. Faut pas que je confonde, sur le Non, c'est personnage pas qui est alors représenté. c'est non, non, alors justement, c'est un Le descendant personnage de principal, c'est après, hein.
Là, à Oui, ce tout à fait, moment-là, ouais. comment ça s'appelle le roi avec le masque là? C'est pas Saint-Louis, c'est Non, 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 là, le nom me revient pas non le aussi. roi lépreux, Le roi lépreux, ouais. qui dirige Jérusalem. Donc c'est après Ouais, la seconde croisade. C'est, tout à fait. 1 ou 2 générations après. Tout à fait. Bah, c'est peu à peu près, ouais, 70 ou 90 ans après, en fait, la première croisade. C'est justement quand Saladin, tente de reprendre, la ville de Jérusalem et là, c'est les derniers, alors c'est Baudouin IV de Jérusalem, hein, le roi lépreux, justement, et puis voilà, de toute façon, la fin malheureusement du royaume de Jérusalem, donc ça va être à partir de cette période-là, puis après ça va durer, je crois, jusqu'au XIIIe siècle avec quelques petits bastions, chrétiens francs qui vont perdurer en Terre sainte. Et le dernier de ces bastions, c'est la ville d'Acre, hein, qui tombe, je crois en 1300 et quelques ou 1200, je sais plus, et après, bah, ça va lentement être refoulé petit à petit, vers l'Europe, hein, avec le dernier ordre, résistant qui a été l'ordre des Hospitaliers, qui est devenu aujourd'hui l'ordre de Malte, hein, pour ceux qui connaissent. Donc il y a encore un ordre d'ailleurs qui existe aujourd'hui et qui a toujours ce fonctionnement, très décentralisé, où leur seul responsable, c'est Dieu et personne d'autre. Et c'est un ordre aussi qui est, d'ailleurs, je sais que Science, aime bien l'ordre de Malte parce qu'ils ont leur propre passeport, entre autres. Ouais, ouais, non, c'est très juste. Derrière, je t'avais proposé, Jeanne d'Arc. Mmh mh. Bon, évidemment beaucoup plus connue, hein, je pense que d'autres, personnes qu'on a mis dans la liste. Heu, mais c'est un destin tellement hors du commun, peut-être, absolument inégalable, pas que dans l'histoire de France, mais dans l'histoire du monde. Mmh. Donc, le contexte à l'époque, donc c'est le début du XVe siècle. Donc la France est conquise au nord par les Anglais, en guerre civile, enfin civile, en guerre entre les Bourguignons et les Armagnacs, je crois. Ouais, Charles VII, qui est roi à l'époque, est roi de pas grand-chose, parce que c'est le bordel et parce que, je crois qu'il a même refusé de se faire sacrer. Hem, donc, du coup, Jeanne entend des voix depuis qu'elle a 13 ans et elle, se pointe quand elle en a 17, devant un noblier local. Alors je me rappelle jamais, c'est de Cour, je crois. Hem Et effectivement, bon, bah, elle explique qu'il faut que, elle voie le roi, le dauphin, parce que, elle doit l'aider à bouter, hors de France les Anglais, parce que c'est sa mission divine. Donc, je vous laisse imaginer la scène, hein. Donc elle a 17 ans, c'est une femme au XVe siècle, au Moyen Âge. Hem Et en fait, finalement, elle arrive, en convainquant par à la fois sa ténacité, son génie, sa sagacité, tous les gens qu'elle rencontre sur son passage à se frayer un chemin jusqu'au dauphin qui, lorsqu'il la rencontre la première fois pour essayer de voir si c'est un subterfuge, va, la rencontrer mais caché, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas comme, lui-même, donc il est caché au milieu de sa cour. Elle va le reconnaître immédiatement. Donc c'est là qu'à ce moment-là, le mec se dit: «Ah putain, il y a peut-être un truc. Peut-être que, Dieu lui a soufflé à l'oreille quand même parce que comment cette fille de paysanne est-elle capable, qui n'a jamais vu ma tronche, il y a pas Facebook à l'époque, hein, arrive à savoir que, même sans ma couronne, sans mes atours et cetera, c'est moi le roi de France. Ensuite, il va s'entretenir avec elle, convaincre le roi qu'effectivement, elle est là, elle peut le faire gagner et cetera. Je crois qu'on saura jamais vraiment d'ailleurs, hein, ce qu'ils se sont dit et comment est-ce qu'elle est arrivée à faire ça. Hem Et ensuite, un certain nombre de batailles qu'elle va mener, donc même en prenant part, aux batailles elles-mêmes, à cheval, il me semble qu'elle va être blessée, même à un certain moment, recevoir une flèche dans l'épaule ou dans le cou, quelque chose comme ça. Qu'elle Ouais, à Orléans, qu'elle va, s'extraire elle-même, et puis, elle va repartir, en bataille et cetera et cetera. Et donc libérer quand même une partie de la France, jusqu'à amener Charles VII à Reims, justement parce qu'il faut qu'il se fasse sacrer. Et donc, c'est vraiment l'histoire de quelqu'un dont le destin, n'existait pas finalement, enfin que rien ne l'a prédestiné à avoir un destin, hors du commun comme ça, qui par la foi et pas forcément qu'au sens religieux, mais par parce que là on filera peut-être aussi par rapport à Napoléon, mais par la foi, dans le fait que par ses propres capacités et par, son «leadership» entre guillemets, elle peut, arriver à réaliser l'impossible, va, petit à petit, épreuve par épreuve, conviction par conviction, bataille par bataille, en fait, relever toute une nation qui est, encore une fois, hein, en 1000 morceaux, et la réinstaurer dans sa grandeur, en la ramenant aussi, toujours c'est toujours le même fil, hein, à son âme guerrière.
à son âme, romantique et héroïque et devenir un symbole, absolument incroyable aussi parce que finalement après ça, elle va être, jugée, d'hérésie. Donc c'est un procès un peu politique, hein, où finalement on cherche si je schématise, à en faire une sorcière. Elle sera exécutée et elle sera canonisée en 1920 par l'Église romaine catholique et c'est quand même la seule personne dans l'histoire qui a été, à la fois foutue au bûcher et canonisée par l'Église romaine catholique pour exactement les mêmes faits. C'est-à-dire que, c'est une sainte parce qu'elle communique avec Dieu et c'est une sorcière parce qu'elle communique avec Dieu, mais à 700 ans d'écart. Ouais, après comme tu dis, le procès justement de Jeanne d'Arc était éminemment politique, hein. Brûlée vive à Rouen, et de toute façon elle pouvait pas s'en sortir. Moi ce que j'aime beaucoup. Vas-y, Désolé, vas-y. toute petite interruption. Par rapport à ce que tu disais un peu plus tôt, tout ça, ça se passe entre ses 17 et ses 19 ans. Donc pareil, une maturité et pas que, enfin, le fait de partir au champ de bataille, OK, mais même faut voir que pendant ce procès, elle passe devant des théologiens, donc des gens qui aujourd'hui qu'on pourrait, dire être des intellectuels, à la fois spirituels et très lettrés, très érudits et elle va convaincre une grande partie d'entre eux, par son sophisme, par sa rhétorique, par sa sagesse, qu'effectivement c'est pas juste, une arnaqueuse, qui fait des promesses vides, qui joue sur la faiblesse des gens pour essayer de les manipuler. Mmh. Quelqu'un qui franchement a développé une maturité, spirituelle, morale, intellectuelle et un courage, absolument hors du commun, en étant une femme et à un âge, que presque personne dans l'histoire, enfin des capacités que personne n'aura presque jamais dans l'histoire à cet âge-là. Ouais, non mais Jeanne d'Arc, toi, il y a une citation qu'on lui attribue que je trouve en fait qui résume bien le personnage, c'est, «La victoire est certaine, mais pour l'instant on se bat». Toi, c'est si tu veux, le but, il est là, de toute façon, on sait ce vers quoi on va, on n'y est pas encore et entre maintenant et le but, on va se battre, en fait, c'est juste ça. Des fois, j'y pense à cette citation parce que ça fait un peu penser des fois à l'esprit des bitcoiners, tu vois? C'est qu'on sait un peu ce vers quoi on tend, mais pour entre maintenant et la victoire, bah, on va juste se battre. Et moi, toi, une chose que d'ailleurs, tout ce que tu disais sur Jeanne d'Arc, sa sagacité, son intelligence, son art de la rhétorique et du sophisme, ça peut nous questionner sur la véritable origine, hein, de cette femme. Est-ce qu'elle était véritablement la paysanne, le fils du paysan ou justement est-ce qu'elle était d'extraction noble? Ça, on saura véritablement jamais, ça fait partie justement de la du personnage, c'est un peu le mystère justement de son origine. Et ce qui est intéressant aussi parce que ça va faire je pense le lien entre on parlait tout à l'heure de Roland qui était compagnon de Charlemagne et on parlera aussi après des compagnons de Napoléon. Mais tu vois, Jeanne d'Arc était pas seule, c'est-à-dire que et c'est ça aussi qu'on retrouve beaucoup dans l'histoire de France, je trouve, c'est qu'on a des destins individuels hors du commun, qui sont entourés eux-mêmes de compagnons hors du commun. Tu vois, Jeanne d'Arc n'était pas seule dans ses aventures, il y a eu, Jean de Metz, il y a eu, La Hire, il y a eu le duc d'Alençon. C'était des mecs, franchement, si aujourd'hui tu les mettais en France, mais il y a tu peux pas faire plus gros, enfin, plus badass que ces mecs-là. C'est-à-dire les mecs, ils sont nés dans la guerre de 100 ans, ils sont morts dans la guerre de 100 ans, ils ont connu la guerre, toute leur vie, tu vois? C'était vraiment l'esprit chevaleresque où, les mecs, dès qu'ils pouvaient porter l'armure à 13 ans, bah, ils étaient sur le champ de bataille, quoi. Et on parlait de films tout à l'heure, si jamais ceux qui écoutent ont l'occasion de regarder un film, regardez le film qui s'appelle Le Duel, donc qui reprend justement l'un des derniers duels, entre 2 nobles français, justement pendant la guerre de 100 ans. Donc c'était Jean Legris contre, De Carouge, je crois. Et en gros, Oui, c'est je vois. ça. Ouais, ça symbolise bien justement un peu l'esprit chevaleresque des mecs où en gros, ils ne connaissaient que la guerre, ils faisaient que la guerre. Et Jeanne d'Arc, elle était entourée de mecs, comme ça, de cette trempe-là qui étaient vraiment mais forgés, si tu veux, ils faisaient qu'un avec leur armure, hein. Ces mecs-là, ils étaient en acier trempé et voilà, faut pas oublier que il y a pas c'est pas que des destins individuels, c'est qu'il y a tout un petit collectif, assez exceptionnel aussi qui fait corps autour de ces personnages-là et qui facilite justement leur propre destin. Ça, très important. Et notre pauvre Jeanne d'Arc, comme tu l'as dit, brûlée vive, hein, et canonisée 700 ans plus tard. Ce qui est intéressant aussi parce que tu vois ça enfin, ça a toujours été un personnage un peu,
C'est dans l'histoire catholique un peu particulier et il a fallu attendre. Alors d'ailleurs la canonisation de Jeanne d'Arc, il faudrait que je revérifie, mais c'est vraiment quasiment politique, je crois. C'est juste après la Première Guerre mondiale et c'était en mode, bah, voilà, le Vatican, on vous demande de canoniser, Jeanne d'Arc, voilà et vous le faites, enfin vous avez pas le choix. Comme même la canonisation de Jeanne d'Arc, elle est très particulière et d'ailleurs je crois qu'elle est comparée aux autres, canonisations que peut faire l'Église catholique, qui doit suivre un process assez particulier. Celui de Jeanne d'Arc, il a pas suivi, je crois, tous les process, normaux. Enfin revérifier ça. Ouais, non, c'est clair. Du coup, François 1er. Ah bah, François 1er qui arrive juste après Jeanne d'Arc, enfin juste après, quelques décennies après. Va falloir qu'on saute quelques trucs quand même parce que Ah sinon il y oui, a bien encore, sûr. domaine. Et du coup, François 1er, ouais, bah, pareil, moi je te l'ai mis dans la liste parce que, ce qu'on m'a appris sur François 1er à l'école, c'est, il fait venir Léonard de Vinci en France, patron des arts, machin et cetera. Alors qu'en fait, déjà François 1er, vous prenez un manutentionnaire tchétchène, croisé avec un champion de MMA, c'est à peu près ça le physique. Donc, un gars de 2 mètres, avec un pif comme as, qui d'ailleurs était souvent en première ligne sur les champs de bataille, donc c'était avant tout un énorme guerrier, et quelqu'un qui était voilà, qui faisait cette synthèse parfaite entre, le soldat, le guerrier, le chevalier et l'âme, poétique, lyrique et littéraire. Parce qu'effectivement, donc c'est totalement juste, hein, moi il a fondé le donc c'est lui qui, en imposant la langue française dans les tribunaux, a fait du français entre guillemets «la langue officielle». Il a fondé aussi un des lycées dans lesquels j'ai été, qui était le premier collège de France à l'époque, Juilly. Donc à l'époque, on envoyait les fils d'aristo, hein, il n'y avait pas d'école, pour tous. Il a effectivement fait venir, énormément d'œuvres de la Renaissance, énormément de peintres, de l'époque. Le plus connu étant Léonard de Vinci, mais je crois que, ou Raphaël, également, enfin et en tout cas beaucoup d'œuvres, d'eux. Évidemment, il a, conquis, le nord de l'Italie. Son grand rival de l'époque, c'était Charles Quint, il a conquis le nord de l'Italie et pareil, avec une bravoure, sans commune mesure, à une époque qui elle était tenue par les Suisses. À l'époque, les Suisses, c'était les mercenaires de l'Europe, hein, donc c'était l'armée la mieux entraînée, du monde et il y a cette histoire aussi que je trouve géniale avec François 1er, c'est, l'épisode avec le chevalier Bayard, donc qui, durant, je crois que c'est Marignan, a tenu tout seul un pont contre, 200 hommes. Pareil, je pense qu'il y a des parallèles qui ont inspiré de nombreuses personnes dans la littérature et dans les films. Ça fait un peu penser à la scène sur le gouffre de Helm ou ce genre de Mmh. choses-là. Qui effectivement, donc s'est battu quasiment seul ou seul, je crois, contre 200 hommes, bon, dans l'espace qu'il fallait pour que ce soit faisable, mais et qui du coup meurt au combat, refuse, qu'on le déplace et qui veut, mourir contre un arbre face au champ de bataille, crucifix dans la main et c'est là que François 1er se fait adouber chevalier par lui, et non pas l'inverse. Justement parce que, bah, pour François 1er, le chevalier Bayard, en fait, le chevalier sans peur ni, Ouais, c'est ça, sans peur et sans reproche, quelque chose comme ça? sans peur et C'est sans ça? reproche, exactement, est son supérieur, en fait. C'est-à-dire que par sa valeur, par, son héroïsme et par sa droiture et sa noblesse, en fait, c'est un honneur pour, François 1er, de se faire adouber par ce gars-là. Alors faut on parle quand même d'un gars qui est roi de France, marié à la femme la plus riche du monde, enfin voilà. Heu et d'ailleurs, même c'est héroïque de se marier avec, Catherine de Médicis, pour des raisons politiques parce qu'elle a quand même une gueule de troll, quoi. Et du coup, ouais, non, mais c'est un destin assez hors norme et si je dis pas de bêtises, alors désolé, hein, je me souviens pas très bien de tout ça. Je crois qu'il perd tout à Pavie, justement, donc une dizaine d'années après, Marignan, et où, finalement, je crois qu'il écrira il écrira même à sa mère quelque chose comme, hem: «Je n'ai pas tout perdu, il me reste, ma vie et mon honneur», entre guillemets, j'ai tout, quoi. À ce moment-là, Charles Quint lui fait signer, une reddition, mais sous la contrainte, donc c'est, «flingue sur la tempe» entre guillemets. Il revient en France
et direct il repart au combat parce que en fait, ça n'a aucune valeur. C'est pas un homme libre qui a signé, c'est un bout de papier qui vaut pas, enfin ce qui est écrit dessus, ça vaut pas le papier sur lequel on a couché l'encre Mmh. et il est traité de traître à ce moment-là, genre en mode: «Tu as pas de parole, tu as pas d'honneur» et lui: «Non, non, 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 c'est pas du tout ça en fait les gars, vous m'avez contraint à signer ça, mais mon honneur, c'est justement de me défendre, jusqu'à mon dernier souffle, pour, mon peuple, pour, heu, voilà, pour mon honneur et cetera et donc c'est pareil, c'est un destin, absolument charnière dans l'histoire de l'Europe déjà et qui, aussi fait écho à beaucoup d'épisodes qu'on a cités et qu'on va citer, mais les campagnes de la France vers le nord de l'Italie, enfin, c'est incessant, Mmh. et c'est ça se voit d'ailleurs, hein, quand on y va, hein, c'est un peu le même pays quand même, hein. Passer une frontière sans vraiment qu'il y ait grand chose qui change. Alors les Italiens sont un peu plus de bonne humeur et se plaignent un peu moins, mais c'est quand même à peu près la même chose, hein. Mmh. Et effectivement, il fait ce pont entre, bah, voilà, la France, littéraire, le français, la France des arts, fondateur du Collège de France, encore une fois, il fait venir certains des plus grands esprits de la Renaissance, lui aussi écrivain et en même temps très grand guerrier. Mmh. Totalement, ouais. Il y a tellement de choses que tu as dit sur François 1er, j'ai juste rajouté deux trois petits trucs moi qui me pen que je pense être importants parce que ça résonne aussi un peu avec, toute la discussion. C'est que toi, François 1er, une chose que je trouve très intéressante, hein, c'est le premier roi de la dynastie des Valois-Angoulême, hein, donc qui était la branche cadette des Valois, donc qui va justement remplacer tous les anciens Valois. Donc tu parlais de Charles VII tout à l'heure, mais il y avait aussi Charles VI le Fol, qui était totalement fini à la pisse les mecs, hein. C'est-à-dire que, la consanguinité était tellement forte que quand tu vois d'ailleurs les derniers, Valois, donc le Charles IX et Louis XII, voilà, il était temps que ça se termine et tu une nouvelle branche qui arrive et d'ailleurs c'est souvent comme ça dans l'histoire de France, que ce soit les Mérovingiens, les Capétiens, les Bourbons, Napoléon, la nouvelle, dynastie qui émerge, les mecs ils sont frais. C'est-à-dire les mecs ils sont frais, c'est les Goglottes, ils ont pas été, voilà, ils sont prêts à faire de belles choses et tu disais, hein, François 1er, 2 mètres, gros Golgoth, d'ailleurs qui fait ça je trouve ça toujours, amusant. Tu citais Charles Quint qui était son grand rival, il avait un deuxième rival qui était Henri VIII d'Angleterre, donc le Mmh. fameux roi qui a divorcé justement de sa femme et qui a lancé l'église anglicane, qui s'est séparé de Rome et Henri VIII et François 1er se sont rencontrés à un épisode qui était assez célèbre où pendant leur rencontre, ils ont lutté ensemble. Donc les 2 ont fait de la lutte, tu sais comme des hommes de la Renaissance, ils se battaient, ils Mmh. faisaient du sport. Ils ont lutté et François 1er a tellement foutu une branlée au roi d'Angleterre que certains justement vont dire que Henri VIII s'est ensuite allié à Charles Quint pour livrer la bataille, enfin livrer la guerre à la France, parce qu'il a été humilié devant tout le monde, lors de cette lutte contre François 1er. Donc ça c'est toujours assez marrant cette anecdote. Une autre chose aussi, moi je veux juste rajouter parce que tu parlais de Marignan et justement de Bayard, hein. C'est vrai que c'est une bataille, on se dit: «Mais pourquoi est-ce qu'on nous rabâche, tout le temps 1515 Marignan?» Et tu l'as dit, il faut juste comprendre une chose, c'est que c'est une victoire contre les Suisses, hein, et les Suisses, c'était l'armée invaincue en Europe depuis des siècles, hein, et c'est les Français qui sont les premiers justement à la vaincre. Et tout à l'heure, je disais que les héros de l'histoire de France sont aussi bons que les hommes qui l'entourent, hein. Et il faut juste se remémorer, qu'à cette époque-là, l'armée française, c'est de loin la meilleure armée européenne et c'était des mecs qui étaient ultra chauds bouillants parce qu'ils sortaient justement d'un siècle de guerre contre la Grande-Bretagne. Et moi, il y a toujours une anecdote qui me fait toujours assez sourire pendant la guerre d'Italie, c'est que tu sais comment quand les soldats italiens ont été confrontés aux armées françaises, les mecs, ils ont tellement halluciné du niveau de barbarie des Français, qu'ils ont surnommé les armées, enfin, ils ont appelé ça la fureur française et la furia francese. Donc la fureur française qui s'est abattue sur l'Italie, parce que l'italien, avant l'arrivée des Français, entre cité et État, entre nobles italiens, quand ils se livraient la guerre, les batailles entre Milan et Venise, entre Sienne et Florence, toi, j'en sais rien, il y avait rarement des morts. C'est-à-dire, c'était des batailles sans mort. C'est-à-dire, si jamais je te bats, je vais pas te tuer, tu es vaincu, voilà. Et les Français, nous, on est arrivés avec les arquebuses, avec les canons à boulet chaîné, on a tout déchiqueté sur le champ de bataille et c'était ça aussi un peu l'esprit, de la France de l'époque. Et c'est d'ailleurs aussi, comme ça qu'est mort Chevalier Bayard. C'est-à-dire que tu sais comment il est, tu sais, c'est ce que tu dis qu'il était mourant, à la fin d'une bataille, mais tu sais comment il a été tué finalement? Une balle dans le dos.
balle d'arquebuse dans le dos. Donc toi, ça aussi c'est aussi, assez symbolique de la fin de la chevalerie française et la fin aussi de cet esprit noble qui va mourir aussi en même temps que l'arrivée de la poudre à canon sur le champ de bataille. Donc ça, c'est quelque chose d'assez cool, enfin d'assez intéressant, je pense, comme réflexion. Et sinon, bah, je pense que tu as tout dit, on va pas non plus épiloguer sur François 1er, mais vraiment un destin hors du commun. Lisez sa vie parce qu'il y a Marignan, il y a la bataille de Pavie en 525, il y a la vie de Bayard, il y a, comme tu l'as dit, son mariage, très, très, très fructueux, il y a sa descendance aussi qui est totalement, hallucinante, de destin, donc jusqu'au Bourbon, jusqu'à Henri IV, hein. Faut voir toute la descendance de François 1er, c'est les guerres de religion en France, hein, tout simplement. Puis voilà, plein de choses comme ça, mais franchement, allez lire, l'histoire, la vie de François 1er, de Bayard, quand on lit leur vie, on se rend compte à quel point on est petit à côté d'eux. Ça, c'est clair. Ensuite, alors lui, j'avais pas mis dans la liste à la base, mais j'y ai pensé quand tu parlais au début de la maturité très jeune. C'est Étienne de la Boétie. Comme compte tenu des thèmes qui animent souvent ton émission et même, ton groupe, je pense que c'est intéressant d'en dire quelques mots. Étienne de la Boétie, il écrit un livre qui est devenu, extrêmement célèbre, un des premiers traités qui s'intéresse à la question de savoir, finalement, pourquoi est-ce que les peuples sont asservis? Pourquoi surtout ils consentent à leur servitude? Dans la mesure où, bah, les les, mmh, les dirigés sont toujours plus nombreux que les dirigeants et pourtant à travers les âges, donc même dans son discours de la servitude, hein, il va remonter jusqu'à Cyrus, et il va se poser la question, de savoir pourquoi finalement, les voilà les dirigés, les administrés, consentent à l'être et il y a cette phrase qui résume, quasiment tout son propos. Donc il écrit ça à 16 ans. 16 ans. Il a la maturité de comprendre qu'en fait, si je alors je crois que c'est quasiment exact, mais peut-être que je paraphrase un peu, on me corrigera. À les regarder, on n'avait pas l'impression qu'ils avaient perdu leur liberté, mais plutôt qu'ils avaient gagné leur servitude. C'est pour ça le discours de la servitude volontaire, c'est, finalement, il comprend qu'il y a quelque chose, de fondamentalement presque, tribal dans, la recherche, d'appartenance au groupe, dans la servitude mimétique et dans le fait que la liberté finalement a un coût énorme. Elle exige un sacrifice, et un risque, d'ostracisation, d'aller contre le groupe, de mettre en danger sa sécurité, de mettre en danger sa propriété, que c'est un combat de tous les instants, comme disait Chateaubriand, et que, finalement ça demande énormément de courage, dont sont dépourvus la plupart des hommes et que c'est sur ça que jouent les dirigeants depuis toujours. Donc, Cyrus, c'est la Perse, hein, c'est, quoi 4e-5e siècle avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas rien de nouveau sous le soleil et finalement donc à 16 ans, ce petit mec du Périgord, qui, effectivement est capable, de vous expliquer que par exemple, ludique en français, ça vient de Lydia, donc une région, en Turquie actuelle, dans laquelle vivait Crésus, où effectivement, au bout d'un moment pour mater une révolte, hem on a, légalisé ce qu'on appellerait aujourd'hui les casinos. Les jeux d'argent, on les a encouragés à travers des festivals et cetera parce que, finalement ça comment dire? Ça sédimente dans le cœur des hommes, des instincts qui sont suffisants pour les réduire en esclavage, parce que, voilà, ils vont déplacer le domaine de la lutte, sur, des tables de jeu et sur des questions d'argent, de femmes et cetera, au lieu de vouloir, renverser leurs dirigeants et que c'est comme ça que alors je sais plus quel est non, non, c'est pas Cyrus justement, qu'il arrive à ramener la paix, dans le je crois que c'est ouais, c'est quasiment l'Anatolie, mais c'est pas très loin en tout cas, en Lydie tout simplement. C'est aussi, très célèbre parce que c'est là qu'effectivement Crésus avait ses mines d'argent et d'or et donc qui ont permis les frappages, les premiers monnayages en Europe, au 5e-6e siècle avant Jésus-Christ, donc d'électrum, un alliage entre les 2 métaux. Mais voilà donc ludique en fait ça veut dire, golem. Ça veut dire que, on te fait jouer comme les Romains, panem et circenses, du pain et des jeux, pour mieux t'asservir et effectivement, la Boétie, bah, quand on ça se lit toujours très, très bien, hein. C'est Rothbard d'ailleurs qui en parlait, dans certaines de ses conférences et dans certains de ses livres. Peut-être un des premiers libertariens finalement, dans le sens où, il analyse très profondément et très finement, à la fois comme un moraliste
et comme un philosophe, la question de savoir pourquoi est-ce qu'en fait, on n'a pas de société, libérale ou libertarienne qui arrive à perdurer? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas de stase. C'est-à-dire que ça se délite fondamentalement par, la recherche permanente qui existe dans le cœur de chacun des hommes, à la fois de conformité et de sécurité, qui va à l'encontre totale de le maintien des institutions qui font la liberté. Schumpeter dira un peu la même chose d'ailleurs dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie 500 ans après. Voilà, donc je pensais ça à ça pour la maturité, jeune. Moi, quand j'ai lu, Discours sur la servitude volontaire, hein, j'étais déjà, c'était il y a un peu moins de 10 ans, donc j'étais pas tout jeune. Donc je crois que j'avais 23 ans ou quelque chose comme ça, et c'est à la fin du bouquin, en lisant la postface, que j'ai su qu'il avait 16 ou 17 ans en écrivant ça, et je me suis dit: «Putain, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi?» Et effectivement, et après pour l'anecdote, en étant en visite, allons voir, Daniel Prince, un autre bitcoiner, britannique qui lui, à ce moment-là, vivait, à côté de Sarlat, la Canéda, donc dans le Périgord, donc ville Mmh. natale d'Étienne de la Boétie. Donc il y a encore sa vieille maison dans le centre de Sarlat que vous pouvez visiter. À l'époque, c'était pendant le covid. Donc pour pouvoir visiter la maison de la Boétie, on nous demandait le masque obligatoire. Donc Ah. mise en abîme, s'il y en avait, c'était absolument, truculent. Mmh. Finalement, le père fondateur de l'idée de la liberté politique en Europe t'en retournerait, 18 fois dans sa tombe s'il voyait, ce genre de choses-là. Mmh. Ouais, très 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 belle idée d'avoir inclus, Étienne de la Boétie. C'est vrai que moi le en plus le discours de la servitude volontaire, pareil encore une fois, hein, lisez-le. C'est un livre qui est extrêmement court, hein. Je crois qu'il doit faire quoi? Allez, 50 pages à tout péter, hein. C'est très, très court, hein. 60. Ouais, ouais, très, très, très rapide Mais à lire. écoutez-le en livre audio, quoi. Ça Ouais. fait, heu, vous avez pas le temps de partir en Normandie, hein. Mmh. C'est très rapide. Ouais et ouais, comme tu dis, ça soulève une réalité, hein, dans le cœur des hommes, c'est qu'il y a à la fois ce désir de liberté, mais il y a aussi cette envie de repos et ce repos, bah, des fois, c'est la sécurité, c'est de se fondre dans le consensus, dans la masse et puis de débrancher le cerveau, quoi. C'est soit tu es dans la matrice, soit tu en sors et c'est un peu le la dualité de l'homme, en quelque sorte, quoi. C'est grandeur et misère de l'homme, comme dirait Pascal, c'est qu'on est tiraillé par ces deux choses et il y en a certains, des qui sont tellement, des fois, enfoncés dans la matrice, dans la servitude volontaire, qui sont impossibles à réveiller. Ça, c'est une autre réalité, quoi. Et tu vois, moi, quand je On aurait t'écoutais pu parler de parler Pascal aussi. ouais, bah, Pascal, moi, j'adore Pascal, moi, je crois, je suis avant Bah, tout un pareil, pascalien plus que philosophe mystique et mathématicien à la fois. Il y en a plus qu'on ne le pense, en fait. On a cette exactement, ouais. opposition aussi qui est très, hem, propagandiste, je trouve, même dans la manière dont on raconte l'histoire des sciences et l'histoire Mmh. du progressisme moderne, avec cette opposition entre, à la fois, la foi, la religion et la spiritualité d'un côté, et la science rationnelle, cartésienne, encore bien Ouais, c'est bullshit ça, ça. de l'autre. Alors qu'en fait, notamment les mathématiciens, français qui sont parmi les plus grands, de l'histoire, que ce soit, Pascal, que ce soit, Legendre, enfin bref, je vais pas tous les citer, mais Fermat, toute la cryptographie qu'on a autour de nous aujourd'hui, hein, Bitcoin, tous ces trucs-là, ça pourrait pas exister sans un gars qui s'appelle Pierre de Fermat. Donc vous trouverez difficilement le nom, enfin une rue à son nom, à part peut-être à Toulouse parce que le mec était du coin, mais en tout cas pas à Paris. Et tous ces gars-là étaient profondément religieux et ils voyaient absolument pas d'opposition entre, ce que l'élégance et on va dire l'harmonie mathématique leur racontait, et la main de Dieu comme, créateur du monde. Mmh. Et effectivement, c'est une manière très moderne de poser un regard sur, l'histoire des sciences, que de penser qu'elle s'est fait dans, l'athéisme républicain, loin de là. Tout à fait, ouais. Comme disait Pascal d'ailleurs, il disait qu'il y avait toujours 2 excès dans la vie, hein. Il y avait, soit l'excès de raison, soit l'excès de cœur et en effet, aujourd'hui, on est dans un excès de raison sur absolument tout et comme tu dis, hein, cette alliance entre le cœur et la raison, pour toujours reprendre un peu comment Pascal, écrivait, bah, cette alliance entre le cœur et la raison, on le retrouve jusqu'à Bastiat. Enfin, ces personnes-là, quand ils parlaient d'économie, eux, derrière, ils voyaient la main de Dieu. Si les harmonies économiques étaient possibles selon Bastiat, c'est parce qu'il y avait le plan divin derrière, qui faisait que les hommes coopéraient, qu'il y avait cet ordre naturel, spontané qui pouvait émerger de cette manière-là. Et c'est bien bien après, justement, on a sombré dans le tout, science, hein, malheureusement et ça crée tous les dégâts qu'on connaît. Mais moi, une dernière chose que je voulais rajouter sur Étienne de la Boétie, parce que je pense que je sais pas ce que tu en penses, mais
Et on dit: «Oui, le mec, il était jeune, il avait compris ça», on parlait aussi de la maturité des autres avant et on parlera de la maturité des autres après. Tu vois, faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que c'était des personnes qui, à leur époque, eux, donc ils avaient pas l'éducation nationale, hein. Eux, ils avaient, comme tu l'as dit, ils avaient une éducation, classique aristocratique et il y avait une chose dont on les gavait H24, c'était le bouquin de la vie des hommes illustres de Plutarque. Donc c'était tous les grands destins des hommes de l'Antiquité, tu parlais de Cyrus, bah, Cyrus il est dedans forcément, Alcibiade, Périclès, les rois Sparte, les Romains et en gros c'est je sais pas si tu vois un peu le bouquin à quoi il ressemble, c'est un bouquin qui est énormissime et c'est toujours en fait deux hommes illustres dont les vies sont comparées, un Grec, un Romain et ça raconte en fait de manière assez rapide mais assez bien, bah, justement la vie de ces hommes illustres et il faut dire que ces gars de cette époque-là, bah, ils étaient biberonnés à ce bouquin-là H24 depuis Et leur tendre naissance, quoi et en gros, grosso ils avaient modo q des modèles et des rêves et un symbolisme, sur, qu'est-ce qu'était la grandeur qui était tellement élevé que, et tu vois, Boétie, si je dis pas de bêtises, c'était pote de Montaigne. Enfin, c'est pareil, Montaigne, va s'enfermer pour inventer l'essai français. Enfin, et comme tu dis, c'est des gars, ils sont biberonnés par, heu, un idéal qui est très, très, très élevé et qui tend à se perdre alors que, même dans les personnages plus récents qu'on va aborder, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de comparaison qu'ils ont systématiquement, on en parlera plus tard, mais de Napoléon à De Gaulle, à, enfin, tous qui où effectivement, ils regardent pas, si, par rapport aux voisins à côté de chez qui ils sont nés, ils ont une plus belle bagnole et une femme un peu mieux gaulée, quoi. C'est, mmh, heu, c'est non, c'est César, c'est Alcibiade, c'est Périclès, c'est, Montaigne, tu vois, c'est Hugo qui disait, «Je serai Chateaubriand ou rien». Enfin, c'est que quelque part, tu te crées ce destin parce que tu te sens, regardé par une histoire qui est tellement, gigantesque et il y a des géants qui sont enfin, il y a des géants qui sont venus avant toi. Donc déjà, tu sais que tu te tiens sur leurs épaules et donc tu es héritier, d'une culture, d'une histoire qui a une profondeur gigantesque et surtout que ces gars-là te regardent, en fait. Donc ça te donne une droiture, un honneur et une ambition vers le fait d'aller chercher à atteindre des objectifs qui vont un tout petit peu plus loin que les ambitions, matérialistes modernes, quoi. ouais. Non, mais c'est important parce que tu vois, ça renvoie un peu à comment est-ce que tu considères le temps long et comment est-ce que tu considères le passé par rapport au présent et au futur et aujourd'hui, malheureusement, nous, on est trop dans une époque où on a l'impression que le passé, bah, c'est désuet, c'est obsolète et on est forcément meilleur que étaient les hommes avant nous. Alors qu'au final, quand tu prends ces destins-là, eux, quand ils regardaient le passé, ils arrêtaient pas de s'apitoyer sur leur sort en disant que leur époque était nulle à chier et qu'eux-mêmes étaient nuls à chier par rapport à ceux qui les ont précédés et comme tu disais, ça force à l'humilité et pour ceux qui sont ambitieux, ça les force enfin, ça leur donne une motivation, une ambition pour au moins égaler ceux qui les ont précédés et c'est toi, par exemple, on en parlera après, mais Napoléon, lui, il était omnibulé par Alexandre et par Jules César, tu vois? C'était ça, c'était véritablement ses On modèles. on peut enchaîner, hein, parce que dans la liste, je t'avais cité Chateaubriand. On peut faire Chateaubriand et Napoléon Ouais, vas-y. ensemble. De toute Bah, manière, les 2 super, destins ouais. sont complètement entremêlés et donc bah, Chateaubriand, moi, c'est un gars qui m'a fasciné. Pareil, j'ai découvert sur le tard. En lisant, Mémoires d'outre-tombe parce qu'à un moment donné, je m'étais dit que bon, fallait que j'aie une culture classique comme tout le monde et Mémoires d'outre-tombe, en fait, c'est absolument incroyable. Alors évidemment, c'est épais, mais dès le début donc déjà, c'est avec Mémoires d'Adrien de Yourcenar dont on parlera peut-être à la fin. Moi, c'est 2 des livres où juste la langue, m'a émerveillé, parce que ça reste du français moderne et ça se lit encore, avec, à la fois, dans les 2 cas, des contextes historiques, donc qui sont super intéressants parce que, il y a une profondeur sur les événements. Donc pour mettre en contexte, hein, Chateaubriand, il naît, donc à la fin de l'Ancien Régime, Mmh. 1760 et des brouettes et il va tout vivre. Il va vivre, l'indépendance américaine, la Révolution française, l'Empire, la Restauration, je crois qu'il meurt, durant le Révolution de Juillet. Donc il traverse, en fait, les prémices de l'histoire moderne. Il a tout fait. Donc il sera, ambassadeur à Rome, à Berlin, ministre des Affaires étrangères sous Napoléon.
il sera royaliste, il sera, révolutionnaire, il se battra, pour la liberté de la presse, alors qu'effectivement il prenait de ses vœux la restauration. Il fera la nique à Napoléon après l'assassinat, l'exécution du duc d'Enghien, alors même qu'à ce moment-là il est dans la caste, comme on dirait aujourd'hui. Donc le type a tout, il a tout à perdre et cetera, mais son honneur ne se laisse jamais acheter. Analyste politique, il part aux États-Unis, en 1790 ou 91, quelque chose comme ça. Non pas pour fuir la révolution, mais parce que, il a envie de liberté, de grands espaces. Donc, on situe souvent, Chateaubriand comme le père du romantisme. Donc Mmh. cette idée finalement que, hem, la nature peut être ce miroir de l'âme et que, il y a quelque chose de il y a un mouvement littéraire derrière qui finalement, au lieu de découvrir l'homme par le regard vers l'intérieur, va le faire en fait dans, sa confrontation à la fois l'harmonie et l'immensité de la nature. Et donc quand il voyage aux États-Unis, il le fait donc dans des espaces qui sont très vierges, hein. Il traverse, un pays, qui est essentiellement nature et en même temps, il voit les prémices de cette grande démocratie qui se forme, comme le fera Tocqueville, juste un peu après, à analyser ces institutions et qui continuera dans de la démocratie en Amérique. Et effectivement, donc Chateaubriand revient en France, donc après, ou pendant la Terreur. Toute sa famille a été décimée quasiment, son frère exécuté par la guillotine et cetera, parce qu'il naît aristocrate, donc aristocrate, je crois à Combourg ou, quelque chose comme ça, enfin à côté de Saint-Malo, mais aristocrate, middle class, hein, genre aristocrate Mmh. sans le sou. Donc ensuite, hem il va quand même, se «joindre» entre guillemets aux forces révolutionnaires, puis à Napoléon. Et dans Mémoires d'outre-tombe, ce qui est assez incroyable, c'est que justement c'est d'outre-tombe. C'est-à-dire qu'il a passé, 30 ans de sa vie à les écrire, mais selon ses vœux, ça n'allait être publié qu'à titre posthume parce qu'il tire à balles réelles sur tout le monde et c'est pour ça qu'il l'a fait. C'est-à-dire que la liberté qu'il pouvait il aurait jamais dû avoir la liberté d'écrire des trucs pareils de son vivant et il y a des à la fois donc la langue est incroyable parce que vous naviguez entre donc c'est vraiment ce romantisme donc où il parle par exemple de sa traversée au début, le rapport à la mer, à la solitude, à l'aventure, à la légèreté finalement de ce qu'est la vie humaine face, à la puissance impétueuse, de la mer et quelques pages plus loin, il va vous faire des réflexions absolument intemporelles sur, le jeu des puissants, la pusillanimité des élites. Il a cette phrase qui est absolument géniale, «En tout temps, l'aristocratie passe par 3 âges». Elle grandit dans, l'âge des conquêtes ou l'âge des grandeurs, enfin quelque chose comme ça. Elle décline, dans l'âge des ah mince, l'âge des vanités, et elle meurt dans, je vais la retrouver après. Mais, et qu'il y a un truc, bah, lui il écrit ça, fin du 18e, dans 200 ans ce sera encore vrai. C'est-à-dire que vous prenez pareil les élites, technocratiques françaises, héritées finalement des institutions de Napoléon encore une fois, ça a très bien marché pendant un moment. Sauf que, après ils sont devenus, mentalité d'héritier, pusillanime, on construit plus rien, juste on passe des concours et cetera et ensuite ils arrivent dans l'âge des décadences où en fait ils sont complètement déconnectés de la réalité, ça devient des rois fous. Mmh. Ça devient des gens qui en fait conduisent, donc ils parlent quand ils disent l'aristocratie, c'est les élites, hein, finalement, qui conduisent, les gens dont ils ont la charge et la direction à leur perte parce que, la déconnexion entre l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes et la superbe et la grandeur de leur père, n'est absolument d'aucune mesure avec ce qu'ils sont eux-mêmes et c'est comme, tu sais, la fameuse histoire de, la première génération construit un empire, hein, souvent on parle ça des industriels, la deuxième le fait survivre et la troisième le dilapide Mmh. et et voilà, bon ça c'est Chateaubriand quand il écrit ça, il a 24 ans, quelque chose comme ça, 25 ans, même pas. Donc encore une fois, très jeune, maturité incroyable. Pareil, on a c'est un truc qu'on n'a pas cité, mais dans ces gens qui sont à la fois guerriers, littéraires, il y a aussi un rapport aux amours. Donc dans Mémoires d'outre-tombe, il va parler de tous les amours de sa vie, avec je sais plus comment elle s'appelle, qui meurt dans ses bras à Rome. Cette femme, dont il a été aussi, en fait friendzoné, on dirait aujourd'hui, toute sa vie avec une pudeur incroyable, parce que pour lui, elle était trop bien pour lui, quoi.
Donc il a jamais vraiment osé, lui avouer qu'il l'aime, mais il l'aime quand même et donc finalement, il fait son bonheur, malgré son malheur de ne pas être avec elle. Donc il sous sa plume, on retrouve les thèmes politiques, on retrouve l'histoire, avec un grand H de toute cette époque, donc Mmh. l'Empire, la Révolution, la fin de l'Ancien Régime et cetera. Des réflexions pareil quand, Napoléon se fait sacrer empereur. Il revient, donc il fait la Concorde en 1802. À ce moment-là, il publie le Génie du christianisme. Donc vous avez la Révolution qui a absolument tout défoncé, qui a saisi les terres de l'Église, qui a buté les curés, et cetera. Et là, finalement, il arrive à expliquer pourquoi on peut pas faire nation en Europe et surtout en France sans le christianisme, pourquoi il y a du génie absolu dans finalement ce terreau culturel et religieux qui et sans lui, on n'aurait jamais pu accoucher d'idées comme les droits de l'homme, comme l'individu, comme l'individuation et cetera. Et ils font ça au moment où Napoléon comprend la même chose, alors qu'il a, entre ses mains la tâche politique la plus incroyable qu'un homme peut avoir, réconcilier un peuple qui finalement a fait, scission violente de son histoire avec, une envie de grandeur et lui il a besoin de donc il fait la concorde, donc il essaie de réconcilier finalement à la fois les idées de la Révolution et de la République complètement anticléricales et athées républicaines, on dirait même franc-maçonnes aujourd'hui. Cette histoire chrétienne, catholique, ses symboles, voilà, il se sacre lui-même, mais il se sacre quand même. Et Chateaubriand avait compris ça, heu, puis ça devient son ministre et cetera et cetera. Heu, il le désavoue d'ailleurs, même à la fin, après la campagne de Russie en comprenant que, tout ça, ça va pâtir, à la France et qu'à un moment donné, il faut savoir arrêter. Et ouais, donc Chateaubriand, c'est quelqu'un qui a tout vécu, tout vu, Mmh. qui l'a exprimé, mieux que personne, je trouve et qui en plus, pareil, toujours, on revient toujours sur les mêmes thèmes, mais je crois que c'est De Gaulle qui regardait tous les actes de sa vie en se demandant, qu'est-ce que ce Chateaubriand fictif qui existait au-dessus de ton épaule dirait de lui? On parlait d'Hugo avant qui disait, voilà: «Je ne serai Chateaubriand ou rien». Faut s'imaginer que sur ses épaules, ses destins se sont dressés et pareil, même Stendhal en parlera, enfin bref. Ouais, Stendhal en parlera bien aussi, ouais. Non, bah, je t'ai absolument pas coupé parce que tout ce que tu racontais sur Chateaubriand, c'était magnifique. J'ai bu tes paroles. Non, franchement, Chateaubriand, c'est vrai que Mémoire d'outre-tombe, c'est un sacré bouquin. Ça peut, ça peut, comment dire, impressionner quand on voit le livre, hein, mais comme tu dis, c'est bien écrit, c'est relativement facile à lire dans le sens où le style n'est pas encore trop daté, ça va. On va dire pour un bouquin du, début 19e. Donc si vous avez l'occasion, feuilletez les pages, hein, de Mémoire d'outre-tombe, il y a des pépites, hein. Et comme tu as dit, moi une chose, moi, que j'aime beaucoup chez Chateaubriand et tu t'en as parlé, c'est un peu la sagesse, perdurale de Chateaubriand. C'est-à-dire qu'il va écrire des trucs et tu vas dire: «Mais en fait, ah oui, comme tu l'as dit, en fait, dans 200 ans, 400-500 ans, en fait, on pourrait bah, ça sera toujours vrai parce que toi, ça fait partie de ces grands auteurs qui un peu comme la Boétie, en fait, qui ont réussi à bien sonder l'âme humaine, à savoir ce que bah, voilà, les aspirations de l'homme et un peu son état d'esprit, face à ouais, son immensité, sa petitesse, enfin, et ça, Chateaubriand, il est extrêmement, extrêmement fort pour ça. Et là aussi, ce que tu as dit, c'est que lui, il a tout vécu, hein, absolument tout vécu. Et c'est impressionnant de se dire que ce sont des mecs qui ont vécu peut-être la période de l'histoire de France la plus mouvementée, et ils ont traversé mais tout, heu, relativement sans casse, on va dire, jusqu'à la fin, et ils ont réussi en fait à être des très bons témoins de leur époque. Moi, il y en a, je sais pas si ça te dit quelque chose, le bouquin, de de Flaubert, je crois. Non, putain, de Musset, excuse-moi, de Musset, sur, je sais plus comment s'appelle le titre du bouquin, «Un témoignage d'un enfant du siècle», hein, je crois, quelque chose comme ça. Ce sont justement des Ouais, ce sont des auteurs, en fait, qui ont vécu la période de l'histoire de France la plus mouvementée, et ils vont commenter justement ce qu'ils ont vécu et le changement d'époque extrêmement rapide dont ils ont été témoins. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, hein, c'est qu'en l'espace de 15 ans, tu connais, le consulat, tu connais le directoire, tu connais l'empire, tu connais la restauration, donc le retour à ce qu'il y avait avant. D'ailleurs, un retour à ce que certains n'avaient même pas connu, hein, parce qu'ils étaient même pas nés, et tu as un condensé d'événements politiques. Je crois qu'aujourd'hui, on pourrait pas, je pense, revivre quelque chose d'aussi intense. Si jamais on le revit, faudra s'accrocher, hein, parce que ça laisse des traces. Et On bah, du parle coup, de on peut Napoléon? ouais, Ou, bah, vas-y. Napoléon.
Vas-y, je te Pareil, laisse. pour revenir sur, quelque chose qu'on disait, un peu avant, quelque chose de fascinant avec Napoléon, donc il naît à Ajaccio juste après que la Corse soit devenue française, donc il naît français, en fait, de justesse. Mmh. Il Ouais. parlera toute sa vie avec un accent. Quand il arrive, à l'école militaire, tout le monde se moque de lui parce que, «Comment tu t'appelles?» «Napoléon!» Et effectivement, hein, c'est pas pour les petits fils de Bourges, parisiens et fils d'aristos, c'est pas tout à fait ça. Hem Contrairement à ce qu'on dit, il est pas si petit que ça, mais il est pas non plus beau garçon, hein. Et par contre Napoléon, depuis qu'il a 17 ans, il est convaincu qu'il est voué à un grand destin. Et donc c'est quelque chose qui fait lien, c'est cette foi, à la fois en lui-même et en cette idée d'un destin et du fait que, Heu il y a, il y a de grands destins qu'il regarde lui-même et donc il est obligé de se hisser à la hauteur de l'événement. Tu parlais d'Alexandre, il était complètement fasciné par certains héros militaires, de l'époque, que ce soit César, que ce soit Alexandre, et il marchera dans leurs traces. Je te faisais le lien avec, le Pays basque et d'autres trucs avant. Je vais très, très souvent au col du Saint-Bernard, pour mes vacances et une partie de ma famille est un peu de là-bas aussi. Heu, Quand on voit du coup justement les campagnes d'Italie dont on parlait avant, donc là on est, 1797-1798, c'est là qui fait finalement, sa gloire et qui commence à devenir le Napoléon qu'on connaît. Je crois qu'il a 24 ans, quelque chose comme ça à l'époque. Il a la vingtaine, alors là, après, par contre, je pourrais pas te dire. Enfin bref, il a pas 30 ans. Et en fait, il va donc battre, l'Empire d'Autriche, la Prusse et les Italiens. Non, la Prusse, c'est après, pardon. Et les Italiens, je me rappelle jamais s'ils ont été aidés par les Russes ou les Prussiens déjà à l'époque. Non, pas encore à l'époque et Pas faut encore. bien ouais et d'ailleurs la campagne d'Italie, juste pour compléter un peu, la campagne d'Italie, c'était le front secondaire. C'est-à-dire c'était un peu le 2e front qu'avait lancé alors je sais plus, c'était le Directoire à l'époque, justement parce que l'offensive principale de passer par le Rhin. L'offensive principale, c'est totalement enfin, c'était une catastrophe et il y a ce petit général, qui a tout poutré en Italie et franchement, Mmh. il s'y attendait pas. Et il a tout poutré, bah, pareil parce que, il lit, les grands moments de l'histoire, de l'Europe. Et puis, il a lu cette histoire d'Hannibal qui, passe avec ses éléphants, par les cols des Alpes pour fondre sur Rome. Et bah, il va faire pareil. Il va, partir avec son armée en plein hiver, monter dans la neige jusqu'à, ce qui est aujourd'hui la forteresse de la Ruine perdue. On en parlera peut-être après avec l'histoire du Corps Saint-Simon et tout. Donc sur le col du Saint-Bernard. Donc vous imaginez des gars qui sont, il y a pas de Gore-Tex à l'époque, hein, ils sont dans la neige à traîner des canons, pour essayer de passer justement, côté de la frontière italienne, et ils arrivent du coup, sur l'Italie, mais personne le chemin normalement, c'est vous longer la côte en fait, parce que c'est un peu zinzin d'aller passer les Alpes en hiver et du coup, il les prend à revers en arrivant sur les plaines juste après, la vallée d'Aoste et tous ces coins-là, et il va rouler sur tout le monde. Parce qu'il se déplace trop vite, parce que, c'est une blitzkrieg avant l'heure, parce que, son génie de l'utilisation de la cavalerie, parce que, son audace justement de tenter des trucs pareils, hyper un tiers de ses hommes, hein, quand il passe, quand de famine, de froid, et cetera. Et puis, encore une fois, tirer des canons quoi. Et donc après donc il arrive sur l'Italie, donc les grandes batailles, Rivoli, Arcole, Marengo. Pareil, donc Marengo, c'est, Masséna qui tient un siège à putain merde, c'est quoi cette ville? Bon, j'ai oublié. Hem, Dans une ville de l'Italie. Donc le mec pendant 6 mois, il est assiégé, donc ses soldats, ils bouffent, le cuir de leurs chaussures et des chats qu'ils arrivent à capturer dans les rues. Et c'est grâce au fait qu'il arrive à tenir le siège justement, à couper les armées, que Napoléon arrive à revers, roule sur tout le monde à Marengo, et en définitive, en 18 mois, il va tout conquérir, hem, avant la campagne d'Égypte, et avant les très grandes campagnes, là de Prusse essentiellement, hein, Wagram, Iéna, Eylau. Mmh. Hem Et où effectivement, aussi ces maréchaux d'empire, donc Ney, Lannes, Davout, bah, c'était Masséna avant, heu
et tant d'autres, ont tous des exploits, soit à la fois de génie militaire, soit même, tout simplement de démonstration de testicules bien formés, assez incroyables. Et avec, une révolution de la science militaire, que ce soit par exemple, le plateau du Pratzen où il laisse, les armées, prussiennes enfoncer son flanc droit, qui est un piège, monumental pour les amener sur un terrain où il sait qu'il va avoir l'avantage. Donc c'est, Sun Tzu revisité. Si tu sais que tu peux pas gagner là, attire l'ennemi là où tu pourras. Et Clausewitz par exemple qui est le génie, de la guerre, dans le monde, prussien, sera traumatisé, obnubilé par Napoléon, et à peu près que ce de Wellington à, qui disait, qui donc lui qui l'a battu à Waterloo, qui dira, «Sa seule présence valait 40 000 hommes». Hem et puis pareil, il lisait comme un malade, il écrivait comme un malade, hem, il se méfiait de tout, il était un peu fou. Heu, de enfin de co Il avait une énergie, complètement dingue, et effectivement une conviction que, là où tout le monde aurait été pragmatique et donc résigné, lui, il voyait une opportunité d'attaquer là où personne ne l'attendait. Et donc ouais, il y a cette alliance de, heu, encore une fois, s recherche d'un destin. Mmh. Génie politique parce que, sa capacité à gouverner sur, finalement, bah, quasiment l'ensemble de l'Europe, et d'arriver à jouer avec les alliances. Lui, il vient pas de ce monde-là, hein. Et d'ailleurs, il fait un peu l'erreur, hein, de mettre, ses frères et certaines autres personnes, à la tête de certains royaumes pour avoir le contrôle alors que bon, heu ils volent le Mmh. pouvoir finalement à à une royauté, qui est une grande famille, recomposée, en Europe et qui du coup, il va se mettre tout le monde à dos. Hem et pareil, bon après, je pense que tout le monde connaît l'histoire, mais du coup, en exil à l'Ildelme et puis il revient, avec, 1 000 hommes. Et les soldats même qui sont, envoyés pour l'intercepter, il arrive et il leur dit, 5e régiment ou je sais pas quoi, «Ne me reconnaissez-vous pas?» Le torse ouvert en mode, voilà. Et donc juste par son aura, en fait, heu, il pouvait faire en sorte que, tout le monde était persuadé qu'ils allaient gagner la bataille et même d'aller retourner l'armée ennemie Mmh. contre lui, enfin pour à sa cause, pour, l'emmener, sur le champ de bataille avec lui. Mmh. Totalement. De toute façon, il y a tellement de choses à dire sur Napoléon. C'est, je sais plus quel auteur disait lui que c'était un peu le météore qui a éclairé son siècle, hein. C'est que le gars, il est passé, ça durait quoi? 10 ans, 10-15 ans, puis, en fait, il a bouleversé l'histoire de l'Europe comme d'une manière, hallucinante, hein. Et ouais, Napoléon, moi, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien avec Napoléon, c'est que tu as à la fois le destin de l'homme politique européen, du grand conquérant, hallucinante, hein, et il y a tout un peu toute sa backstory, toi. Donc, la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, parce que quand tu regardes même la campagne d'Égypte, hein, c'est hallucinant, quoi. Enfin, c'est hallucinant de couilles, c'est hallucinant de prouesses, c'est aussi hallucinant de compréhension assez géniale de comment ça se passait sur place, la bataille des pyramides qui est génialissime. Tu as le fait que la flotte française se fasse totalement cramer aussi au large de l'Égypte, qu'ils perdent tout moyen de retour. Ça, c'est un Direct peu gagné, ouais. c'est l'aller simple, en fait. Il Bon, revient ça et c'est il revient. génial, parce qu'il revient de la campagne d'Égypte, la queue entre les jambes, complètement défait, après, s'être fait défoncer par Nelson, dans des batailles sur mer et il saisit le pouvoir et il rétablit l'ordre en France. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il revient en général vaincu, pour finalement finir quelques années après empereur et Mmh, puis quasiment empereur de l'Europe. c'est ça. Mais toi, heureusement que les Anglais, ils ont cramé la flotte, française à El Kibir, je crois, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait ouais, ouais, c'est ça, à Aboukir, parce que le projet initial de Napoléon, c'était en arrivant en Égypte, de remonter tout le Proche-Orient et d'arriver justement vers la Turquie pour fermer justement la grande porte, aux Anglais, de verrouiller la Méditerranée et s'arrêter l'Égypte parce qu'il y avait plus le ravitaillement possible, en fait, de la marine française. Donc toi, c'est un peu les Anglais qui ont forcé son retour un peu précipité en France et à prendre le pouvoir justement. Donc
Et là, pour le coup, comme tu disais, moi qui suis très cinéma, je ne vous conseille surtout pas d'aller regarder la saloperie que Ridley Scott a fait sur Napoléon, où il en fait un espèce de petit fragile de merde, qui passe son temps à se poser des questions sur, Joséphine, pas Joséphine, et cetera. Mmh. C'est une catastrophe ce film, et qui dépeint un personnage, dont on se pose la question en sortant du cinéma. Mais finalement, si le gars était, aussi simplet, aussi bête, aussi faible moralement et intellectuellement et cetera, comment ça se fait qu'il ait conquis toute l'Europe en venant de nulle part comme ça, à partir d'une puissance, qui était franchement, quand même dans un désordre, difficile à expliquer et en plus complètement, déchiré de l'intérieur. Ouais, et ça c'est, Pas oublier les comme révoltes dit vendéennes, Charette et cetera, quoi. ouais, comme dirait Nietzsche, c'est toujours la technique du faible de d'abaisser le fort ou de justement de tourner en dérision, ce qui fait, la prouesse du fort, en quelque sorte, et c'est pas anormal qu'aujourd'hui justement quand on va faire des biopics de ces personnes-là, tu cites le livre, enfin le film de Ridley Scott de Napoléon. Moi j'ai absolument pas vu, enfin je sais que c'est une grosse daube, mais même quand tu prends les autres biopics, tu sais sur Churchill ou ce genre de personnages, en général on les tourne un peu comme des victimes, hein, ou des personnes qui n'ont pas voulu faire ce qu'ils ont fait, et c'est un peu comme The ça qu'on Darkest pas The Darkest Hour, The Dark Hours, quelque chose comme ça, Les Heures sombres, sur, ouais, le film moderne sur Churchill. Il est pas mal, hein. d'accord, J'ai trouvé pas trop mal. Pour un film moderne, en tout cas, il est vraiment pas trop mal. d'accord, OK. Lui a aussi un autre destin, assez hors du commun, quoi. Mais oui, c'est quelque chose qui est un peu propre à notre époque malheureusement, et je sais que par exemple, tu vois, quand on parle, peut-être qu'on je pense pas qu'on en parlera, on n'aura pas le temps, mais toi aussi de la manière dont on va dépeindre les guerres modernes, tu vois, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et cetera, en disant: «Oui, les poilus, les soldats, c'est des victimes», alors qu'au final non, c'était peut-être les mecs les plus courageux que l'histoire de France a connus. Ils revenaient toujours de permission au front, quoi. Non, c'est pas des personnes qui ont cherché à fuir, tout le conflit, enfin bon, ça c'est un autre sujet. Ouais, Heu, si si on en fait même une transition, tu prends des gars justement comme, Saint-Exupéry, qui finalement demande à aller au front, alors que bon, il est quand même, complètement cabossé par, tous les accidents qu'il a eus. Si tu prends un mec comme, Albert Roche, que je t'avais mis dans la liste à la base, ouais, et peut-être le soldat français qui a, l'histoire militaire la plus incroyable, qui est un gars qui fait 1,58 m, qui son entrée dans l'armée est refusée, je sais pas combien de fois, avant qu'il soit finalement accepté pour devenir le plus grand soldat de France. Ces gars-là, ils demandaient en fait à aller au combat. Bah, alors peut-être à la limite, si on peut parler un peu de l'aéropostale de Mermoz, Guillaumet et Saint-Exupéry. Parce que pareil, vas-y. ça c'est absolument incroyable. Donc aux prémices du XXe siècle, donc l'aviation, quand même, en très large partie inventée par des Français, hein, on entend toujours, comment ils s'appellent les frères, américains là, les mecs de l'Ohio là, Wright. Everybody Right, Heu, ouais, c'est ça. les frères Wright, donc ouais, ils ont inventé l'aviation et tout, ouais, ma bite. Hem En fait, non, c'est quand même en grande partie, les grands aviateurs, et les premiers ingénieurs qui font les premiers avions avant la Première Guerre mondiale sont en grande partie des Français. Hem Bah, Roland Garros, par exemple, qui est devenu, célèbre, par le tournoi de tennis, mais est un aviateur français à la base. Louis Blériot, qui est un des premiers ingénieurs qui fait, les tout premiers avions, on va dire, dignes de ce nom, depuis ses ateliers et cetera. Qui est un mec qui a fait faillite, 14 fois dans sa vie, à chaque fois en mettant tout en jeu, son capital, machin et cetera, et qui recommence et qui recommence et qui recommence, avec une moustache, comme on n'en fait plus. Et qui d'ailleurs, pour l'anecdote, quand Saifedean a écrit son dernier livre là, Gold Wars, il m'avait demandé, de lui trouver un entrepreneur, justement de cette époque-là, français qui pourrait incarner cette espèce de transposition de Satoshi Nakamoto ou du de l'image archétypale de l'entrepreneur autrichien et cetera. Je lui ai parlé de Blériot, il a adoré, et c'est devenu le personnage principal de son livre. Donc il y avait quand même des gars, avec des couilles et un sens, à la fois de l'entrepreneuriat, des ingénieurs de génie. Les ingénieurs français dans l'histoire de l'aviation, enfin c'est l'histoire de l'aviation. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on est devenu une moindre puissance économique et que donc du coup on n'a plus les moyens de le faire vivre. Encore aujourd'hui, hein, le Rafale, c'est une prouesse, à la fois de souveraineté et de technologie française qui est absolument incroyable. Et
et donc du coup, donc Mermoz, Saint-Exupéry et Guimet, donc ils sont aussi connus, donc Saint-Exupéry évidemment l'auteur du Petit Prince, hein, qui est un des livres français les plus, connus à l'étranger et même les plus lus dans le monde. Mais avant tout, c'est aussi un aviateur, intrépide, et ils vont se lancer dans une aventure, les 3 et d'autres, qui s'appelle l'Aéropostale, qui est cette, ambition d'essayer d'arriver à joindre par l'information tous les bouts de la planète. Donc c'est internet, mais un Avant siècle l'heure, avant, ouais. Ouais, et en fait, l'idée, c'est d'arriver à pouvoir distribuer le courrier jusqu'au fin fond de l'Amérique du Sud, donc à Santiago de Chile et même, heu, et donc pour ça, il faut quand même traverser l'Atlantique, et imaginez-vous traverser l'Atlantique de nuit, sans instruments, dans des avions, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble un biplan de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est à peu près à ce niveau-là de détail technologique, heu, avec des radios très rudimentaires et qui fonctionnent pas les 3 quarts du temps, en devant, faire des stops dans des endroits qui sont pas tout à fait friendly. Donc le parcours, pour vous donner une idée, part de Dieulefit, donc il y a un petit aérodrome qui existe encore, qui est dans le Vaucluse, donc on n'est pas très loin d'Orange et Avignon, pour aller jusqu'à Dakar. De Dakar, et justement c'est Mermoz, je crois, qui le premier fera la traversée, il va à Natal au Brésil, donc dans le nord du Brésil, c'est, au-dessus de Recife, donc en dessous de la mer des Caraïbes. Et après, ils doivent traverser la cordillère des Andes. Donc vous imaginez un mur de 6 000 mètres pour arriver à se poser à Santiago de Chile, et ça, pareil, avec aucune équipe de secours, aucune balise GPS, aucun instrument, souvent des vols de nuit, des avions qui tombent en panne tout le temps, donc parfois, il faut savoir les réparer soi-même, et cetera. Donc vous avez pléthore d'aventures où, par exemple, Mermoz se pose, au milieu de l'actuel, Sahara occidental, donc au sud du Maroc, où il est entouré par des Touaregs, qui veulent le défoncer, et où finalement il doit réparer son avion sur place, leur faire des tours de magie pour, qu'ils essayent de le laisser tranquille, et où il décolle en plein milieu du sable, devant les mecs ébahis qui ont jamais vu un avion de leur vie, et qui du coup pouvaient pas s'imaginer que le gars allait s'échapper alors qu'il était entouré. Pareil, c'est Guimet qui s'écrase, sur la cordillère des Andes, donc tout le monde le pense mort, hein, parce que bon, à l'époque, vous vous éclatez avec un avion comme ça à 5 000 mètres d'altitude, c'est pas la peine, hein. Et qui donc du coup, vous avez Saint-Exupéry et Mermoz derrière qui partent dans leurs avions, faire des tours au-dessus de la cordillère des Andes de reconnaissance, en veux-tu en voilà, pour essayer de le localiser. Donc ils se décollent, ils font des tours, ils font des tours, ils font des tours, et puis dès qu'ils ont plus d'essence, ils reviennent et ils recommencent et ils recommencent et ils recommencent, et finalement, ils vont jamais retrouver le pauvre Guimet, qui du coup va marcher, de manière ininterrompue pendant 5 jours et 4 nuits, avec les vivres qu'il avait à bord, donc parce que 5 000 mètres d'altitude, il y a pas grand-chose qui pousse, hein. Donc le gars n'a pas d'oxygène, il a les pieds dans la neige, il fait -20 degrés. Pour l'anecdote, ce qu'il dira après, c'est que, une des choses qui lui a donné la force de continuer, c'est il savait que si jamais on ne retrouvait pas son corps, sa femme ne toucherait pas son assurance vie. Heu et donc il arrive à, village du coin, et cetera. Il est escorté à Santiago, et là, Mermoz le retrouve, et il lui tombe dans les bras et puis il lui dit: «Putain, je suis désolé, je t'ai cherché partout, j'ai pas réussi à te trouver», et Guimet lui dit: «Non, mais si tu m'as sauvé». Mermoz lui dit: «Bah non, enfin j'ai tu pas trouvé». Il a dit: «Oui, mais j'entendais l'avion. J'entendais vos avions passer au-dessus de ma tête, et c'est ça qui me donnait l'espoir de continuer à marcher dans la neige comme ça, alors que je sentais plus mes pieds, alors que j'aurais pu me laisser mourir des dizaines de fois, parce que je savais qu'il y avait encore un espoir. Je savais que, vous pouviez me trouver. Je savais que, je pouvais y arriver, quoi. Je savais qu'il y avait des gens qui me cherchaient». Quand même absolument incroyable comme épopée. Bon, finalement, l'Aéropostale fera faillite, parce que, pas mal de scandales, de spéculations, d'investissements ratés. Ce sera racheté par Air France. Donc là, on est dans les années fin des années 30 à peu près, et après toutes ces aventures, donc faut s'imaginer que les gars, ils s'éclataient à peu près 3 fois par an, hein, dans ces trajets. Il y a pas d'airbag, il y a pas de donc quand ils se viandent, pour aller reconstruire l'avion dans l'atelier, faut aller reconstruire la jambe, souvent, avec des méthodes, qui sont pas celles de la médecine moderne. À 40, je crois 41 ans ou quelque chose comme ça, Saint-Exupéry demande à être, à rempiler, mais cette fois dans l'aviation militaire, pour, finalement essayer d'aider, les forces alliées, aussi autant qu'il peut, et finalement il disparaîtra, comme ça durant la guerre, et pareil Saint-Exupéry, Mermoz, 2 brillants écrivains,
qui avaient des choses à raconter parce que, ils sont allés au-devant d'aventures absolument incroyables. C'est les premières personnes, en fait, à permettre qu'on puisse, connecter le monde, «moderne» entre guillemets, le monde, et le monde nouveau, en quelques jours. Imaginez-vous à l'époque, c'est comme les premières personnes qui ont envoyé un email, quoi. Vous pouvez envoyer une lettre, et elle arrivera, 10 jours plus tard. Vous pouvez envoyer une lettre de Saint-Pétersbourg et elle arrivera 10 jours plus tard à Santiago de Chile. C'est 20 000 bornes. Dans l'épopée de l'aéropostale, c'est la grande épopée du XXe siècle et même l'épopée de l'aviation civile comme ça, c'est quand tu prends les mecs, les mecs que tu avais dans les avions, la confiance qu'ils avaient en la mécanique, la confiance qu'ils avaient en eux-mêmes pour aller justement au but final, c'est juste hallucinant, quoi et comme tu dis, ces mecs-là, ils ont fait avancer, ouais, c'est sont les forces du progrès, quoi, parce qu'en effet, quand on connaît l'importance de l'information pour l'économie et justement l'importance de la vitesse de transmission de l'information, on se rend pas compte que ces mecs-là, ils ont contribué justement à bien plus au progrès que qu'on y pense. Leur héritage, perdure encore et comme tu l'as très bien dit, hein, c'était des mecs qui étaient courageux, brillants écrivains et de toute façon, l'aviation, tu sais, encore aujourd'hui, hein, c'est dans les armées, l'aviation, c'est toujours l'arme un peu noble. Parce que l'aviateur, hein, c'est toujours un peu il a toujours un peu cette noblesse. Quand tu prenais les combats pendant la première et la seconde guerre mondiale, il y avait toujours un peu ce respect mutuel que tu avais entre les aviateurs et tu les c'est pas anodin justement que tu retrouves ça aussi dans ces grands personnages-là et il y a pas je vais citer aussi moi d'autres auteurs qui ont été des grands aviateurs, parce que c'est vraiment une tradition française. Moi je te conseille un livre qui est, de Pierre, Clostermann, Le Grand Cirque. Donc Ah, c'est ça me dit quelque chose. Je l'ai jamais lu, ouais, mais on en a parlé. qui est un aviateur français justement qui s'est engagé dans la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce bouquin pareil, le gars, courageux, aviateur hors pair, et très, très bon écrivain donc Le Grand Cirque, je vous le conseille et aussi, pour ce oui et aussi Joseph moi Kessel, une pareil, si tu veux faire une petite aparté, donc vas-y, Joseph Kessel, c'est un juif d'origine hongroise ou lituanienne, un truc comme ça, qui naît en Argentine, qui va se pointer en 14 en France pour demander à se battre dans les tranchées au front, avec les poilus, pour défendre la France. Donc le mec n'est pas français, il a quand même appris le français, à Buenos Aires, parce que son père travaillait en France, je crois, avant sa naissance ou quelque chose comme ça. Et en fait, il a entendu, donc il a lu la grande littérature française, il a lu Chateaubriand, et cetera, et cetera. Et en fait, pour lui, la France, c'est le plus beau pays du monde. C'est la plus belle nation du monde, c'est la plus belle histoire du monde. Et donc, à 18 ans, il a envie de mourir pour la France. Évidemment, nous, on le refuse parce que, c'est un ennemi, parce qu'il risque de trahir, et cetera. Donc pareil, comme Albert Roche, il insiste, il insiste, il insiste et finalement, il est accepté dans l'armée française. Il finit artilleur, il commence artilleur, puis il finit aviateur. Donc pareil, les avions de la Première Guerre mondiale, donc les biplans comme ça, vous avez une espérance de vie de 14 secondes et demie, hein. Surtout que c'est du vol en basse altitude, vous êtes hyper vulnérable aux balles, dès qu'il y a des nuages, vous voyez plus rien, vous savez plus vous orienter. Heu, ça capote tout le temps d'un point de vue mécanique. C'est des ailes quasiment en papier, donc il suffit qu'il y ait une balle qui traverse, vous avez plus aucun équilibre, c'est bon, vous vous crashez. Enfin en général, faut arriver à se récupérer à l'équilibre quoi, mais c'est de la conduite sur neige. Et donc Joseph Kessel, il fait ça. Après, donc pour, le truc qui le rendra le plus connu, c'est que c'est lui qui a rédigé Le Chant des Partisans avec, son oncle ou son neveu, comment il s'appelle? Merde, je me rappelle plus. Donc Le Chant des Partisans, c'est l'hymne, on va dire, des résistants. Hem donc ça fait partie des premiers qui rejoignent De Gaulle, et qui, donc lui pareil s'enrôle dans la RAF. Donc il est plus tout jeune à l'époque, hein, il a déjà un peu plus de 40 ans. Donc il va, conduire des Spitfire et des avions anglais, pour essayer de larguer des armes, pour essayer de faire des missions de reconnaissance, pour essayer de ferrailler avec, l'aviation, du Reich. Et ensuite, donc il écrit, d'énormes bouquins pareil, d'aventures, Les Cavaliers, plus connus, et bien d'autres, qui sont toujours des bouquins très épiques, donc beaucoup d'épopées, souvent, tirées de ses voyages parce que pareil, il a été journaliste pendant le plus clair de sa vie. Donc il est parti, dans ce qui est aujourd'hui l'Azerbaïdjan, en Égypte, il sera d'ailleurs pour l'anecdote le premier étranger à recevoir un visa d'entrée dans l'État d'Israël.
on lui proposera des postes ministériels qu'il refusera. Parce qu'il se décrira toujours comme juif, mais français avant tout. Juif nationalisé, hein, de naturalisé, parce qu'il s'est tellement battu pour la France qu'au bout d'un moment, voilà, on peut pas trop Ouais, dire grand chose. Ensuite académicien, heu heu donc à l'Académie française, donc défenseur de la nation française, défenseur de la langue française, défenseur de la patrie, correspondant, de guerre dans à peu près tous les pays dans lesquels vous avez pas envie de mettre les pieds à l'époque, jusqu'à un âge assez avancé, intime de Gaulle, intime des grands hommes de son temps et pareil aviateur intrépide, qui écrit des grands romans d'aventure, donc ouais, ouais, non, il y a effectivement un certain nombre de gars comme ça qui partent, je pense que c'est par goût de l'aventure, en fait. C'était la mmh. nouvelle frontière. Ouais, c'est ça. Conquérir le ciel, c'était un rêve humain depuis toujours et c'est je pense que ces mecs seraient morts de regret de pas l'avoir fait, plutôt enfin, ils avaient plus peur de mourir de regret, de ne pas tenter l'expérience plutôt que de mourir au-dessus de la Manche ou de l'Atlantique, parce qu'ils perdent le contrôle de leur coucou, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, totalement, ouais. Ce sont les pionniers qui veulent repousser, sans cesse les frontières et ils veulent le faire pour pas avoir, oui, le regret de pas l'avoir fait, ça c'est clair. Et une autre, D'ailleurs, non mais tu f je parlais de Roland Garros, sur les tribunes du cours principal à Roland Garros du Châtrier, la victoire appartient au plus opiniâtre. C'est pas, c'est pas pour rien, quoi. mmh. Qui ose gagne, c'est clair. Et d'ailleurs, pour toujours rester sur le thème de l'aviation, de ces grands, de ces Français qui ont vraiment l'esprit de liberté, intéressez-vous également à l'épopée parce que c'est une véritable épopée de l'escadrille, Normandie-Niemen. Donc, Normandie-Niemen qui était une escadrille de Français libres, aviateurs qui ont été, se battre aux côtés des Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, dans l'aviation soviétique. Et pareil, gros what the fuck. C'est-à-dire que les mecs, ils sont quoi? Je sais plus combien ils sont une quinzaine, je crois. Parce qu'en fait, ils partent aviateurs et mécanos en Russie. Donc tu vois, c'est assez marrant parce que pour chaque avion, tu as l'aviateur, mais tu as 2-3 mécanos qui sont là pour, ils partent comme ça, mécanos et aviateurs, se battre aux côtés des Soviétiques dans l'armée de l'air, rouge et de l'armée rouge. Et enfin, c'est juste hallucinant, quoi. Quand tu prends les récits de ces mecs-là, ce qu'ils ont vécu sur place, comment est-ce qu'ils étaient considérés à la fois par les pilotes russes, considérés aussi par les Allemands. Et c'est des destins, mais tu te dis mais en plus, c'est très peu connu, c'est trop peu connu, mais ce sont des destins totalement hors normes. Et encore une fois, c'est une belle preuve que dans l'aviation, en tout cas, tu as cet esprit justement d'aventure, ce courage que tu avais, hein, forcément aussi ailleurs, mais qu'on retrouve bien dans ces destins individuels. Et c'est pas je pense que c'est pas Et que anodin tu d'ailleurs et qu'on retrouve. si tu peux ajouter à quelque chose, hein, et que tu as toujours parce que faut être complètement fou, hein, pour monter dans un Rafale. Heu, Ce que tu subis en termes de jet et les risques que tu prends sont hallucinants. Mmh, ouais. Ouais et puis tu vois, moi ce que j'aime bien avec l'aviation, c'est que c'est un peu la dernière, c'est la dernière arme de l'armée qui est encore chevaleresque. C'est-à-dire, c'est encore par ton mérite individuel, par ta prouesse individuelle, ta technicité, ton savoir-faire que tu peux prendre le dessus sur ton ennemi. Et ça, c'est un peu, ce côté, chevaleresque qui perdure encore aujourd'hui. Parce que toi, les chevaliers du Moyen Âge, eux, c'était ça, ils passaient leur temps à s'entraîner à leur art martial pour justement performer et être au-dessus des autres. Et c'est totalement différent du troufion que tu vas malheureusement voir dans la tranchée qui, lui, va se prendre un obus totalement random sur le coin de la gueule et qui aura du mal justement à prouver sa véritable valeur individuelle au combat, quoi. Et l'aviation, eux, ils ont été longtemps, préservés de ça. Il y a quelques exemples, bah, tu vois, on parlait d'Albert Roche, mais Oui. individuellement, il a quand même, prouvé, jusqu'au point en fait, de réussir des trucs tellement incroyables qu'il a failli finir fusillé par les propres forces françaises, accusé de désertion. Mais bon, on racontera ça une autre histoire parce qu'il se fait une autre fois parce qu'il se fait un peu tard. Mmh. Parce qu'en fait, personne ne voulait croire qu'il avait réussi tout seul à mettre en échec, autant de garnisons, ennemies et donc on l'a accusé de s'être enfui et finalement, c'est un colonel dont il avait sauvé la mise qui se réveillera du coma au dernier moment, pour dire au peloton d'exécution qui était prêt à tirer: «Non, non, surtout pas cet homme, il m'a sauvé la vie» et qui confirmera l'histoire rocambolesque qu'il avait racontée, sans qui enfin, personne n'aurait jamais cru tellement c'était incroyable ce qu'il a Ouais. fait. Et pour revenir sur l'aviation, je pense que c'est aussi c'est un peu chauvin, mais c'est un des grandes raisons d'être fier du génie français. On a cité plein de gens là dans le tableau historique qu'on a peint, mais on aurait pu citer énormément de scientifiques, d'ingénieurs, de mathématiciens, souvent philosophes d'ailleurs et écrivains en même temps. Et effectivement le génie de cette ingénierie et c'est pas pour rien que c'est la même, racine, hein, hem
perce encore aujourd'hui. Le Rafale est un des seuls avions au monde qui a les 4 capacités donc de surveillance, nucléaire, aéroportée et de dogfight, qui peut, qui est construit de manière totalement souveraine par Dassault, c'est-à-dire qu'on dépend d'aucune puissance étrangère pour le réaliser et c'est, alors pas l'avion le plus sophistiqué au monde parce que le F-35 américain est un petit peu plus, technologiquement, avancé. Sauf qu'un F-35 en fait ça vole pas parce que, il y a tellement de software et il faut tellement de maintenance et de trucs comme ça que le truc il marche jamais. Et effectivement, en plus les Américains peuvent le appuyer sur un bouton et l'arrêter à distance. C'est comme une Tesla, ça vous Ouais. appartient vraiment jamais et en plus, le Rafale, à l'inverse, enfin, on n'est pas les États-Unis, quoi. C'est-à-dire que ça reste, le meilleur avion du monde en termes de fiabilité, en termes de coût, de manœuvre et cetera. On nous fait chier tous les depuis 20 ans sur l'avion européen, mais la raison c'est pour laquelle on fait pas un avion européen, c'est qu'on a besoin de personne pour en faire un. On fait déjà le meilleur avion du monde tout seul et ça, c'est quand même assez incroyable. Même Airbus, c'est la même chose. Et effectivement, le socialisme, qui met ses mains partout, est en train de détruire ces fleurons d'industrie française. Mais l'histoire de l'aviation est une histoire française. L'histoire des aviateurs est une histoire aussi des grands littéraires et des grands héros français à l'âme, de guerrier et chevaleresque, comme tu le disais. Également d'ingénieurs de génie qui souvent d'ailleurs avaient les 4 casquettes. C'est-à-dire que les mecs allaient risquer leur vie, encore une fois, on parle de l'Aéropostale, de Blériot et cetera. Ensuite, ils retournaient à l'atelier pour essayer d'améliorer leurs avions et ça les empêchait pas de pouvoir, aller sur les bancs du Collège de France ou de Polytechnique pour essayer de comprendre la mécanique des fluides qu'il y avait derrière tout ça et quand tu Mmh. vois ça, tu te dis: «Putain, mais c'est qui ces types, quoi?» Genre, Ouais, si je peux être un c'était dixième de ça, durant ma pauvre vie, mais je meurs. c'était, des hommes de la Renaissance, dans le sens où ils étaient cultivés, et ils se battaient, ils avaient peur de rien, ils avaient une haute idée de, comment dire? À la fois de ce qu'ils pouvaient faire, d'eux-mêmes, hein, de leur ambition et un profond respect en fait des personnes qui les ont précédés. Je crois que c'est Hayek, hein, qui disait ça justement, l'homme de la Renaissance, c'est un peu, celui qui c'est un peu cet homme qui va essayer de combiner justement toutes ces qualités, quoi. Et toi tout à l'heure tu parlais de Catherine de Médicis, bah, les Médicis c'était un peu ça, quoi. Lorenzo le Magnifique, c'était, le mec qui était ultra sportif, ultra cultivé, tout ça. Et en fait, toi, ces «hommes» entre guillemets qui sont complets dans le sens où ils vont cumuler toutes ces qualités-là, et ben ils sont extrêmement rares, parce qu'on aujourd'hui malheureusement on les incite plus à être ça, quoi. Alors que c'est ça justement être, de mon point de vue en tout cas, être quelqu'un d'accompli et de complet. Et surtout, tu vois, on oppose, quelque part presque le sérieux nécessaire à la réussite professionnelle et académique, alors que le dénominateur commun de tous les gens qu'on a cités, c'est que un, ils demandaient la permission à personne. 2, ils étaient guidés par leur propre morale, leurs propres valeurs, leurs propres lois. Comme disait Bergson, celui qui n'attend d'applaudissements de personne d'autre que lui-même est le seul qui vit libre. Et ils vivaient, ils mordaient la vie à pleines dents et c'est pour ça qu'ils avaient de très belles choses à raconter dans une très belle langue. Parce qu'ils niquaient tout ce qui bougeait, parce que, ils buvaient leur saoul, parce qu'ils partaient au combat, parce qu'ils allaient sauver les copains, parce que, ils allaient bravacher de l'anglais, parce que, ils se battaient dans des bars et en fait, comme on dit, bah, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, quoi. Exactement, ouais. Il C'est y a pas sur les bancs quelques de l'ENA que vous allez apprendre tout ça. Non, c'est ça, c'est pas dans ouais, totalement quoi, c'est pas en étant, totalement aseptisé, totalement où on va te tuer ton ambition, individuelle que tu vas réussir à faire ça, c'est clair. Et comme tu dis, c'est que toi, ce genre de vie qu'ont eu ces hommes-là, c'est des vies qui sont extrêmement alors palpitantes, ce sont des hommes qui avaient une énergie monstrueuse. Certains se sont totalement cramés et on les oublie aujourd'hui, tu vois? Mais ils avaient justement cette même énergie mais certains, ont brillé et encore aujourd'hui on loue leur héritage et leur vie, quoi. Donc c'est vrai que ça ne peut qu'inspirer et aujourd'hui, toi, quand tu as ce genre de personnalité que tu peux côtoyer et voir, il y en a pas beaucoup, hein, mais ça se sent dans l'énergie que certains peuvent avoir. Tu sens que je sais que j'en avais parlé une fois, que certains peuvent, tu l'impression qu'ils vont changer le monde, toi, avec l'énergie qu'ils ont, avec l'ambition qu'ils ont et ça se fait trop rare, mais ça existe encore. Enfin, en tout cas, espérons que ce soit le cas. En tout cas, Théo, très longue discussion. Là, ça fait à peu près 1h50 là qu'on discute. On va arrêter avant la barre des 2 heures de toute façon. Avant qu'on termine, est-ce que tu as dans les commentaires, il y en a qui disent: «Ah, j'ai une soudaine envie de piloter un biplan».
C'est clair, ah, comme toi Lucas, c'est le baron Richthofen là. Mais oui, non, mais c'est clair, ça inspire, hein, parce que c'est, ouais, toi, juste une dernière chose, parce que tout à l'heure tu parlais des frères, Wright, qui justement, n'ont pas inventé l'aviation, mais quand tu vas au Mans, à côté du circuit des 24 heures du Mans d'ailleurs, ça c'est génial, tu as l'endroit où, les frères Wright ont pour la première fois fait décoller un avion. Donc c'est en France, hein, c'est au Mans et c'est en plein cœur du circuit des 24 heures du Mans, donc en plein cœur de cette autre arène où les mecs se mesurent les uns aux autres dans de la mécanique. Ça m'a toujours un peu fait sourire. Comme quoi, des fois, tu as un concentré d'histoires de mecs qui vont se mesurer les uns aux autres avec Mais l'alliance de la de c'est parce que toute l'aviation se faisait en France. mmh, ouais, ouais, totalement, ouais. On pourrait même parler du sport automobile qui, je pense, qui a à peu près la même logique, que dans l'aviation, hein. Toujours ce petit côté chevaleresque de mecs, qui veulent faire les coqs les uns avec les autres, quoi. En tout Et cas, même, peut-être tu vois, sur le sport vas-y. automobile, tu des mecs, comme, Sébastien Loeb, alors qui est moins littéraire pour le coup, mais pareil, c'est un fou le type. C'est un pauvre mécano, sorti de nulle part, qui est devenu peut-être le plus grand champion de l'histoire du sport automobile, sans argent, sans sponsor, enfin il y a rien qui lui prédestinait, mais il était Mmh. convaincu qu'il allait y arriver, quoi. Ouais, Et totalement. pareil, en se mettant des pitures jusqu'à 4 du mat, à grands coups de label 5, quoi. Ouais. Mais tu vois, d'ailleurs, juste pour faire un dernier, un dernier lien justement, Sébastien Loeb, je sais qu'il avait fait un test aussi, alors vraiment un test absolument pas officiel, hein, peu importe, mais il avait fait les tests d'entrée ou les tests de réflexe des pilotes de chasse de l'armée de l'air, il avait scoré, mais dans le top, je sais plus combien, top 5. Donc tu vois, il y a les mêmes qualités en fait entre le pilote de course et pilote de chasse. C'est les mêmes qualités des mecs qui sont tout le temps à l'affût de tout ce qui se passe et qui savent saisir l'information, très rapidement et agir sur celle-ci, quoi. Donc, Tu ça m'avait fait as le même élan. totalement, totalement. Tu as le même élan, tu as la même fougue, tu as la même énergie, ça c'est clair et net, quoi. Et je pense que si tu remontes suffisamment loin dans l'histoire de France avec tous les exemples qu'on a cités, je pense que ça se trouve Clovis, hein, tu l'aurais foutu dans une Formule 1, il aurait tout pété aussi, hein, c'est pas C'est pareil, les pionniers de l'automobile, que ce soit en France, en Italie, que ce soit Enzo Ferrari, ou même, les pionniers de l'automobile en France, c'était avant tout des pilotes de circuit. C'était des mecs qui ont appris à faire des moteurs parce qu'ils devaient réparer leurs caisses, eux-mêmes, après avoir mis leur jeu en vie, tous les week-ends, sur des circuits en terre et des bagnoles, qui sont des cercueils sur roues, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, franchement, le sport, ouais, enfin, le sport automobile, c'est juste hallucinant quand tu prends l'épopée des 24 heures du Mans, quand tu prends tous les grands pilotes, tu sais, les 24 heures du Mans, c'est une course de 24 heures, tu vois? Et quand tu lis les histoires de certains de ces pilotes en gros, moi, un truc qui m'a toujours fait rire, tu vois? C'est qu'il y avait pendant ces courses-là, il y avait une obligation dans le règlement, c'est qu'il y avait toujours 2 pilotes, en fait, qui devaient courir sur la même voiture pour justement se relayer, tout ça. Mais il y avait des mecs dans certaines écuries, dans certaines teams, qui étaient tellement, c'est arrogant, fier d'eux-mêmes et tout, qu'ils conduisaient genre 23h59 et ils laissaient la dernière minute à l'autre pilote, quoi. Toi, mais t'avais ce genre de mec, mais ça aussi, c'est une histoire de fou furieux, quoi. Bon, le règlement a changé depuis, hein, bien entendu, mais bon. Bon, en tout cas, Théo, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. C'était une discussion qui était passionnante. Je pense qu'on pourrait largement en refaire une parce que je sais que tout à l'heure, on parlait aussi des Grecs, des Romains. Je pense que si tu prends certains destins individuels aussi de cette époque-là, on pourrait tellement dire de choses. Alcibiade par exemple, entre autres, qui est assez marrant mais en tout cas, on va Exactement. s'arrêter là. Heu, Juste avant qu'on s'arrête et qu'on mette fin à l'épisode, est-ce que tu pourras dire, bah, justement à ceux qui écoutent, qui sont encore arrivés, à cette heure tardive avec nous, j où est-ce qu'on peut te retrouver, sur internet? Ouais, bah, vous pouvez me suivre sur, Twitter. Moi, ce sera toujours Twitter, ce sera jamais X. Donc c'est @theomognet, Theomognet. Et sinon, bah, en suivant un peu de près ou de loin, Bull Bitcoin, à travers cette grande aventure moderne, qui est, effectivement la tentative de séparation de la monnaie et de l'État pour, rendre sa liberté à tous les individus souverains, un peu inspirés peut-être par, ce qu'on a raconté ce soir et qui veulent, vivre avec la liberté parce que selon le bon mot de Chateaubriand, encore lui, sans la liberté, je pense qu'il n'y a rien dans le monde. Exactement, ouais, donc économise en bitcoin, vous pourrez vous acheter votre biplan et faire les cons si vous voulez au-dessus Ouais, au-dessus même dans faire le des courses ciel de de biplan. France. Un biplan orange, bien entendu. Bon, bah, écoute, bah, Théo, encore un grand merci à toi. Discussion passionnante, mais ça, je m'y attendais. Je pense qu'on se refera éventuellement un épisode sur cette thématique-là parce qu'il y a des grands noms qu'on n'a pas dû citer malheureusement. Mais en tout cas, encore un grand merci à toi et merci à tous ceux qui ont écouté et je vous dis à une prochaine.